bonjour à toutes et à tous. Donc, juste un petit mot avant de commencer sur l'association. Donc, ça fait déjà depuis septembre 2017 que ces rencontres existent. Et l'association Métis a été cofondée donc, par 3 chercheuses en muséologie, à savoir Audrey Doyen, Cindy Lebas et Lina Uslit, aujourd'hui toutes 3 docteurs. Donc, l'objectif de Métis, de cette association, c'est de tisser des liens entre tous les acteurs du secteur muséal et de nourrir leur réflexion grâce à des rencontres comme aujourd'hui des cycles de conférences, des formations entre sphères professionnelles et académiques sur de nombreuses thématiques autour des musées, mais également du patrimoine. Mais Métis, c'est aussi 2 autres pôles, le pôle conseil et recherche et le pôle édition, qui permettent à la fois d'avoir des missions donc, au sein des institutions, des musées, et d'autre part de produire toute une série donc, de ressources qui sont publiées donc, en ligne sur notre site et sur les réseaux sociaux. Alors, voilà pour cette courte présentation. Je vais laisser la parole maintenant à Caroline, si tu veux. Ouais. Ouais, le micro, je ne sais pas, il y a un son qui fonctionne. Ouais, bon. Donc, je prends juste la parole pour vous présenter un peu le cadre du séminaire après cette présentation d'association. C'est assez désagréable, ce grésillement. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est des transfos qu'elle porte. Donc, ouais, vous m'entendez bien. Donc, on a créé ce cycle de conférences qui comprennent en fait 3 rendez-vous. On est réunis pour ce 2e rendez-vous. Et c'était un cycle qui s'appelle Patrimoine et numérique derrière l'écran, qui a été porté donc, par différentes collègues chercheuses de l'Université catholique de l'Ouest qui sont dans différentes disciplines. Manuel Aquina en histoire qui sera la maître d'œuvre de la prochaine séance qui aura lieu le 24 janvier et qui concernera la mobilisation des sources historiques pour les dispositifs de médiation. Laurent Thérin qui est en informatique et Olivier Hu qui est aussi parmi nous, qui n'est pas à l'UCO mais qui est à l'Université d'Angers et qui vient nous apporter son expertise ce soir, et puis Julie Pasquet-Jeanne qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Et on porte un projet sur les dispositifs de médiation numérique dans les musées. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a lancé ce cycle de rencontres. Et on remercie chaleureusement l'association Métis qui a été partenaire pour ce cycle de rencontres, et puis les autres partenaires qui nous ont accueillis. La dernière fois, donc, le Muséum d'histoire naturelle de Nantes, et puis ici, l'Université catholique qui nous prête ses locaux pour pouvoir organiser cette rencontre. Donc, on espère que le débat sera riche, et donc je vous laisse la parole. Oui, je prends juste le micro 2 minutes. Je voulais saluer les personnes dans la salle, bien sûr, merci d'être là, et en ligne, et notamment les anciens collègues que je reconnais de Barcelone et de Grenoble. Quelqu'un d'autre a envie de remercier quelqu'un? Bon, donc oui, merci à tous d'être là. Merci à tout le monde d'accueillir tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui organise et co-organise cette soirée. Donc, sur la thématique que l'on va rappeler, pour faire court, inclusion, exclusion par les dispositifs numériques, à cause d'eux, grâce à eux, dans les musées, en particulier, structures culturelles plus générales s'il le faut. Donc, pour ce faire, donc moi, je suis effectivement également en informatique, plutôt en interface homme-machine, donc plutôt sur les interactions humain-système. Mais on va le voir qu'il y a d'autres spécialités qui interviennent dans toutes ces histoires. Oui, non, vous pouvez. Voilà. Personne ne va s'en rendre compte. Et donc, pour nous apporter leur regard sur leur terrain, leur expertise, leur expérience, on a 2 structures culturelles qui ont fort gentiment et aimablement accepté notre invitation. Il y a eu une sélection drastique, des centaines de candidats. On a pris les meilleurs.
Donc, on accueille Élodie Rougemont, donc, chef du pôle des affaires culturelles, et Jean-Guy Robin, qui est responsable scientifique et technique des sites patrimoniaux, si je ne m'abuse, en entier. Donc, ils viennent de la communauté de communes Océan Marais de Mont, donc qui est en Vendée, loin, donc ils viennent de loin. Et puis, Marie-Lorraine Charles, qui est directrice de la structure Loire Odyssée. Donc, je pense qu'on a prévu ces 2 heures, a priori, en 5 temps. Un premier où on va vous laisser présenter un petit peu vos structures rapidement, puis vos profils de poste pour que tout le monde comprenne bien d'où vous parlez. Ensuite, on a prévu 3 thèmes un petit peu de discussion pour relancer, pour orienter un petit peu les débats et croiser les regards. Et puis, on terminera, on va essayer de garder bien un quart d'heure, 20 minutes pour de l'échange, de la question, que ce soit avec la salle ou avec le chat en ligne, parce qu'il y a des gens qui notent et qui sont prêts à noter les questions sur le chat. Je vous laisse donc, vous êtes à côté de moi, donc je vous laisse commencer. Oui. Bonsoir. Si on peut envoyer la présentation, c'est ça, ou on se présente Alors là. Donc, comme disait M. Jean-Guy Robin, comité de commune au sein de Marais-de-Mont, responsable scientifique et technique, je suis attaché de conservation du patrimoine et je travaille pour le pôle affaires culturelles que dirige Élodie sur nos 4 musées, dont 2 musées de France, sur cette commune. On arrive ou pas? 4 musées qui accueillent à peu près 80 000 visiteurs par an. C'est pareil de gros musées, déjà. Donc, on vous a préparé une petite présentation pour parler d'un cas. Je pensais qu'il l'avait lancé. Un musée qui a été inauguré en 2014, 2015, lancé en 2014, qui s'appelle Biotopia, qui a été consacré au littoral et sur lequel on a eu une approche particulière, plus bien en termes de public que de support, et entre autres de support numérique. Alors, c'est que comme on est une petite collectivité, une petite intercommunalité, c'est vrai qu'on se retrouve même en tant qu'attaché de coopération du patrimoine à travailler sur la partie musée et dans la collectivité aussi, je gère toute la partie biodiversité, plus direct, gestion d'espace naturel, programmation de biodiversité sur l'ensemble des collectivités de la collectivité. Donc, ça fait une double casquette sur l'environnement et sur la partie naturelle. Bon, comme ça. En PDF, c'est ça? Non, là, il voit ça. Ok, donc si vous pouvez remonter au tout départ. Voilà, donc on a une maison et donc la thématique est inclusion et exclusion des publics par le numérique. Je vais me lever, ce sera aussi simple si c'est possible. Voilà, on passe à la diapo suivante. Avec pour les, je sais qu'il y a quelques collègues ornithos dans l'assistance en numérique, donc une très belle photographie de Luna Théo de notre records majeur que le piquet pêche. C'est vrai que quand on parle de nature, c'est bien de la voir et entre autres aussi de la présenter dans de bonnes conditions. Donc là, c'est des photographies qui ont été faites sur notre territoire. Et donc, Biotopia, en grande partie, parle de biodiversité sur le littoral. C'est une espèce qu'on peut trouver sur la forêt de Mont. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, on va parler de la situation de notre musée pour vous faire venir un petit peu en Vendée, même si ce n'est pas très loin, c'est un autre secteur. Des enjeux qu'on s'est donnés. Et des objectifs, et comment est-ce qu'on a traité l'accessibilité au littoral pour tous, ce qui n'est pas toujours évident pour des espaces naturels. Et Élodie parlera plutôt de la démarche muséographique et comment est-ce qu'on a essayé de traiter ça dans notre musée. Donc la situation, si vous voulez venir, c'est important, hein, sur notre territoire. Donc comme vous le voyez, c'est littoral. Ce sont des littorales sableux, pas du tout rocheux, de grandes plages, enfin les grandes plages de Saint-Jean-de-Mont, pour ceux qui connaissent. Hein. Ils sont assez connus. Donc là, on est sur une autre commune juste à côté qui s'appelle Notre-Dame-de-Mont, qui est juste au nord de Saint-Jean-de-Mont. Vous avez la petite carte en haut à droite. C'est à peu près à 1 heure de Nantes et puis à 1 heure de La Roche-sur-Yon. C'est vrai que nous, on a une zone de chalandise qui correspond à peu près au Pays de la Loire, Vendée principalement. C'est quasiment 80% des visiteurs. Aussi quand même l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui viennent en vacances l'été, qui viennent sur ce secteur-là et qui peuvent profiter de l'offre culturelle. Biotopia donc traite, c'est le bâtiment qui est juste là, c'est un espace d'exposition de 250 mètres carrés, ce qui n'est pas énorme hein, pour un musée. Souvent on dit qu'en muséo il ne faut pas descendre en dessous de 300 pour avoir une vraie offre et avoir quelque chose de vraiment attractif. 300 en permanent et 100 en exposition temporaire, j'ai des chiffres qu'on a en tête.
Pour pallier à cet élément, le fait qu'on ait un bâtiment qui était contraint en termes d'espace, parce qu'aussi on est en loi littorale, on est en ville urbaine, on a développé une partie extérieure, c'est-à-dire que le musée se fait à l'intérieur et puis on invite les gens à l'extérieur avec un dispositif de découverte de la forêt. Donc c'est la boucle que vous voyez, qui traverse la partie forestière, qui est artificielle, qui a été plantée, qui va sur la dune et qui va jusqu'à l'estran. Donc c'est un dispositif qui permet de compléter l'offre touristique, enfin l'offre muséale qu'on a au sein de Biotopia. Oui, et pour ajouter aussi que le concept même de Biotopia, c'était vraiment de découvrir ce que la nature nous cache. Donc, nous, quand on est en position de visiteur, il y a des choses qu'on ne peut pas voir dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Et l'idée, c'était aussi, ce concept de musée, c'était vraiment de découvrir ce que la nature nous cachait. Et donc, forcément, pour répondre à cet objectif-là, l'idée, c'était d'utiliser les outils numériques, parce que dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, on ne peut pas forcément faire avec d'autres moyens aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que la réflexion s'est aussi portée sur les outils numériques et comment l'expérience aussi du public pouvait être enrichie à l'aide de ces dispositifs-là. Et ça fait rebondir sur deux remarques. La première, c'est qu'on a été amené à ça. Donc, en tant que naturaliste, quand on va sur le terrain, on voit plein de choses, ne serait-ce qu'au niveau de l'auditif ou enfin, quand on est habitué. C'est vrai qu'on est un territoire où les gens, je pense que quand on vous dit Saint-Jean-de-Mont, vous n'identifiez pas forcément la biodiversité comme territoire. Vous voyez plus les immeubles, la plage, vous voyez un maillot de bain en train de manger des chichis ou des choses comme ça. Donc, on n'était pas un territoire identifié biodiversité, alors qu'on en avait une quantité assez… Enfin, on était reconnu pour ça sur le territoire des Pays de la Loire. Et c'est parce que on n'a pas une biodiversité qu'on pourrait le qualifier de spectaculaire. Ce n'est pas les flamants roses au Camargue, ce n'est pas les vautours dans le Massif central, c'est des choses plus discrètes et qui ne sont pas toujours faciles d'accès. Donc, il y avait besoin d'avoir ce travail de médiation pour donner à voir sur des espaces où les gens y traversaient en général et ils n'avaient pas forcément les outils pour le faire. D'où l'intérêt de ce site de Biotopia et du travail qui a été mené. Vous voyez sur la carte, mais généralement, les touristes, quand ils viennent, ils vont se garer ici et puis ils vont traverser la forêt, traverser la dune et mettre leur serviette sur la plage. Et nous, l'intérêt, c'était vraiment de leur faire découvrir tous ces milieux assez riches, finalement, en termes de biodiversité que vous allez traverser. Et même à travers ces différents circuits, intérieurs et extérieurs, se rendre compte justement de la biodiversité qu'il y avait sur ce territoire-là. Et donc, c'était une commande d'élus, c'est-à-dire que dès 2009, alors on a un territoire qui est assez soumis aux événements marins. Il y a eu les tempêtes. Et dès cette période-là, les élus se sont dit, souvent, pour les élus, la biodiversité est considérée comme une contrainte, c'est-à-dire quand on veut aménager, on se retrouve en fin de projet à avoir de la biodiversité, on dit qu'il va falloir la prendre en compte. Et depuis plusieurs dizaines d'années, au sein d'Océan Marais-Mont, les élus ont dit, dans la biodiversité, c'est un atout. Alors bon, quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier-là, je me suis dit, bon, oui, voilà, c'est peut-être plutôt une posture qu'autre chose. Et au final, en travaillant avec nos partenaires, qui étaient plutôt des partenaires de l'économie touristique, eh bien, on s'est aperçu que c'était vraiment pour eux un atout et ils y pensaient vraiment. Et on a vraiment fait un travail et aujourd'hui, notre territoire est aussi connu pour ça. Et c'est un peu grâce au travail qui a été fait sur ce musée-là. Voilà pour le contexte. On peut passer à la diapositive suivante, si vous voulez. Donc, on fait découvrir la forêt, qui est un espace anthropique, planté par l'homme, sur de la dune, donc c'est vraiment une création humaine. C'est un lieu qui est assez fermé, qui n'est pas forcément facile d'accès. Donc, le gros travail, c'est de donner à lire la forêt pour tous les publics. On travaille sur un autre milieu, celui suivant. La diapositive. Alors là non plus, qui n'est pas facile d'accès à la dune grise, parce que c'est très petit, c'est très rare. Là, on voit la dune embryonnaire où il y a des gros enjeux chez nous parce que ça nous permet de préserver la dune lorsqu'on est en hiver et qu'il y a des tempêtes. La dune blanche et la dune grise, c'est des choses, les gens ils passent complètement à côté. Hein. Ils sont avec leur serviette, leur maillot de bain, c'est direction la plage. Et puis, déjà. Ouais. Donc, il y avait un gros travail de sensibilisation et c'est vrai que ça vient aussi avec le travail que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a décidé aussi, quand on a décidé de faire ça un atout, on a dit qu'on n'interdisait rien aux gens, on les rendait acteurs. C'est-à-dire plutôt que de leur dire n'allez pas là parce que c'est interdit, on leur disait en n'allant pas là-bas,
vous préservez la biodiversité. Ce n'est pas du tout la même façon de fonctionner. C'est des choses qu'on utilise facilement en médiation ou dans les musées, mais qui ne se font pas lorsqu'on fait de la police de la nature, par exemple. On dit interdit, mais on ne dit pas pourquoi, en fait. Donc, on a travaillé sur la partie cordon binaire, et puis bien forcément sur les strands et sur l'océan, sur la partie plage, les grandes plages de Saint-Jean. On avait un axe sur la biodiversité, forcément. Je vous ai mis un alite coucheur que vous connaissez tous, très bel animal, qui a la particularité, c'est que c'est le mâle qui porte les œufs, enfin qui les pond, hein, et qui les porte sur son dos et qui gère l'éclosion des larves. Donc, ce qui est un peu particulier pour un amphibien. Donc, on a comme ça tout plein d'anecdotes à diffuser sur nos territoires, entre autres avec ces espèces-là. Et on a des raretés, on a quelques espèces qu'on trouve en Pays de la Loire que sur notre secteur, donc ça permet aussi de sensibiliser à ces espèces-là. Et un autre travail qui nous a permis de faire Biotopia, c'est de concentrer justement la sensibilisation à l'environnement sur un lieu. Nous, on a un souci, c'est qu'on a à peu près 100 000 visiteurs, enfin jusqu'à 100 000 personnes en instantané sur Saint-Jean-de-Mont en été, et on ne peut pas envoyer tout le monde partout. Ce n'est pas possible, ce serait trop impactant. Donc, on a hiérarchisé, c'est-à-dire qu'on a les lieux où on accueille beaucoup de monde, qui sont les musées. Les lieux, on emmène les gens au travers de pistes cyclables ou de pistes de randonnée. Et puis après, les lieux où les gens n'iront pas. Et en hiérarchisant comme ça, on arrive quand même à avoir des espaces de liberté pour la faune et la flore. Et puis le dernier enjeu qu'on avait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la partie préservation du littoral, c'est qu'on ait des zones qui sont vouées à, enfin, quand on entend parler des problèmes de changement climatique, qui sont vouées à moyen terme à disparaître. Ouais, moyen terme, oui. C'est-à-dire que le sable risque d'être remanié. Donc, ça demande à être expliqué. Et le musée et les supports numériques qu'on a pu utiliser étaient là pour ça. Donc après, je vais vous donner quelques éléments de support qu'on a pu utiliser. Et puis, Elodie expliquera la méthodologie. Donc voilà, Biotopia, je vous représente ça. Et puis, on voit bien la forêt et l'océan qui est derrière. Donc, nos objectifs, c'était de diffuser la connaissance scientifique rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a une séparation en France entre l'université, ça tombe bien, on est dans une université, et qui publie, et la population qui n'a pas forcément accès aux résultats de façon instantanée. Et nous, on est des vrais passeurs. On a ce rôle de passeur. On avait l'université de Nantes, entre autres Igarin, qui travaille beaucoup sur notre littoral, qui publiait beaucoup de choses, mais les élus étaient rarement au courant, et le citoyen quasiment jamais. Donc, on s'est donné vraiment comme rôle, dès que quelque chose sortait, une connaissance, de diffuser ça à la population et aux citoyens, toujours dans l'idée d'expliquer pourquoi on fait quelque chose, pourquoi on gère de telle façon. Et à partir du moment où on explique, les gens comprennent pourquoi on le fait. Rendre ces espaces et les enjeux accessibles, donc c'est ce que je vous expliquais, et en particulier aux jeunes publics. C'est vrai qu'on a une espèce de zone noire là, qui sont les adolescents dans les musées qui ne viennent pas. Et l'idée, c'était on s'était donné cette cible-là. C'est un peu un challenge, hein, mais c'était vraiment un objectif qu'on s'était donné. Et puis, travailler à l'accès pour tous. Ça, c'est le travail qu'on a mené entre autres avec Elodie, avec les panels test qu'elle dit comment. Donc, sur les dispositifs, bon, c'est des choses assez classiques, hein. Le numérique a été vraiment une trame dans l'ensemble du musée, parce que comme on avait ce choix de travailler avec les adolescents, mais forcément, on l'a beaucoup utilisé, avec on pourra en discuter, des éléments intéressants et des éléments qui sont parfois plus compliqués à gérer. Donc, la découverte de l'estran avec des tablettes tactiles ou des petits films qui présentent les différentes espèces qu'on peut trouver avec un transect sur les autres dispositifs à suivre. Des tables qui présentent la mare avec de la réalité augmentée. Voilà. Les gens, ça permet. C'est vrai que quand on est face à une mare, si on ne connaît pas les espèces qu'on peut trouver, ce n'est pas toujours évident. Donc là, ça permet d'avoir une première approche avant d'aller sur la partie extérieure. Et des tables tactiles où les gens étaient acteurs de la gestion du littoral, c'est-à-dire qu'ils se mettaient dans la position de l'élu. On leur donne des actions, c'est un peu comme un jeu. Et sur les 5 ans, ils font différentes actions et à la fin, on dit s'ils ont bien géré ou pas leur littoral et on leur donne le résultat par rapport au recul ou à l'avancée du trait de côte. Et donc, sur le musée, à l'accueil, on invite ensuite les gens à aller sur le littoral et à voir ça avec des tablettes et avec un parcours qui est interactif avec le milieu naturel, sur qu'on sort de la partie muséographique. Voilà, ça c'est la tablette en action sur le terrain.
Donc ça, on l'a fait, c'était une ligne de travail. Et puis après, le gros travail, ça a été de travailler avec la population et des personnes ressources dans la constitution du parcours muséographique. Ça, c'est ce que va vous présenter Elodie. Est-ce que vous avez besoin d'un micro ou vous m'entendez bien? En ligne aussi, mais je ne sais pas si en ligne aussi ou pas? Alors, le problème, c'est qu'il va vouloir. Moi, je vais prendre le micro si tout le monde. Donc, Élodie Rougemont, donc oui, effectivement, moi je suis la chef du pôle affaires culturelles, donc qui comprend ces différents sites dont Jean-Guy a parlé tout à l'heure, dont 2 musées de France, et notamment le Davio et le musée Charles-Louis. Mais dans le pôle affaires culturelles, on a aussi un conservatoire de musique, une microfolie, la coordination des bibliothèques médiathèques, la saison culturelle, un contrat local d'éducation artistique et culturelle et des expositions de territoire. Donc, ce qu'on n'a pas précisé en introduction, c'est que le pôle affaires culturelles, sur une collectivité d'à peu près 120 agents, c'est 40 agents. Donc, ça vous montre aussi déjà la place que la culture a au sein de notre collectivité et la place que les élus aussi ont choisi de donner à la culture, avec cet accès à la culture pour tous. Donc, ce qui fait que sur les différents sites patrimoniaux, on a aussi une transversalité qui s'opère entre tous ces différents services et même à l'échelle des différents pôles de la collectivité, puisque comme le disait Jean-Guy, il travaille sur le pôle affaires culturelles, mais également sur le pôle environnement. Donc, ça permet aussi cette transversalité d'avoir une richesse dans les échanges et dans les projets. Et donc, moi, je suis chef du pôle affaires culturelles depuis maintenant 4 ans, presque 5. Auparavant, j'étais chef de projet culturel et ma spécialité, c'était la muséographie. Donc, ce qui fait que j'ai pu développer de nombreux projets au sein de la communauté de communes, mais pas que, et avec une dimension de participation de la population dans le cadre de ces projets qu'on pouvait mener justement avec la population, à destination de la population. Donc, sur Biotopia, ce qui était intéressant, c'est que dès le départ, les élus s'étaient positionnés, et l'équipe de travail, sur le fait que c'était important de placer l'usager aussi au cœur du sujet et de répondre aussi à des besoins et des attentes identifiées. Auparavant, avant Biotopia, il y avait un petit bâtiment qui s'appelait la Maison de la Lune et de la Forêt, qui était en gestion communale. Donc, la commune gérait cet équipement en partenariat avec l'Office national des forêts, mais on était sur un bâtiment qui faisait un peu moins de 80 mètres carrés, sans toilette, sans accueil. C'était juste un petit espace où en fait on pouvait accueillir une exposition temporaire sur l'été. Et donc, les élus s'étaient dit qu'à un moment donné, il fallait donner une envergure un peu plus grande parce que les thématiques autour de l'environnement, du littoral, de la forêt, grandissaient aussi dans les préoccupations de la population et qu'en lien avec les programmes pédagogiques, parce que nous, on a un public scolaire très fort sur Biotopia, on pourra vous en reparler plus tard, c'était important justement de mettre un équipement à disposition du public. Donc, on a décidé, à peu près 2 ans avant l'ouverture, donc dès 2013, on a commencé de travailler sur la constitution d'un panel test. Donc, en fait, on a lancé un appel dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc., pour sonder et essayer d'attirer des personnes qui voulaient venir travailler avec nous sur ce projet. Donc, à l'époque, le programme muséographique du lieu n'était pas définitif. On avait nos grandes orientations. On a travaillé avec un scénographe sur toute la scénographie, mais il y avait beaucoup de choses en fait qui étaient encore en construction. Et l'intérêt, c'était justement d'associer ces personnes à la réflexion pour avoir leurs bonnes idées aussi et en tenir compte ou pas. Parce que des fois, il y a des bonnes idées, mais s'il faut rajouter 300 000 €, c'est compliqué. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans ce panel test de 50 personnes, on a eu des enfants, on a eu les jeunes, des espaces jeunes du territoire qui avaient énormément d'idées, des familles, des seniors, retraités ou actifs, des catégories socio-professionnelles très diversifiées. Et ce qui a été vraiment intéressant, c'est que toutes sont venues avec leurs attentes et leurs besoins et ce qu'elles imaginaient voir dans ce lieu. Et on a réussi en fait à compiler un certain nombre de choses pour que Biotopia réponde à ces attentes. Ce qui était intéressant aussi, c'est que ce panel test, on ne l'a pas juste, entre guillemets, associé dans la réflexion. Ils sont aussi venus tester les choses. Donc, dans tous les dispositifs, parce que Biotopia, ce ne sont pas que des dispositifs numériques, et il y a aussi beaucoup de choses à toucher, à sentir, à regarder, à écouter. On était vraiment parti sur cette dimension sensorielle, en fait, pour faire et découvrir les choses, sans avoir de message moralisateur. Ça, c'était une contrainte qu'on s'était donnée dès le départ. Et donc, le
le panel test est venu tester en avant-première, pendant la phase de projet, en fait, les dispositifs numériques pour voir si en termes d'ergonomie, effectivement, c'était cohérent, c'était simple d'utilisation, si on comprenait bien le message qu'on voulait faire passer. Mais ils sont aussi venus tester tous les autres dispositifs tactiles et toute la scénographie d'une manière générale. Donc, on avait 50 personnes et on a également travaillé avec les associations de personnes en situation de handicap. Alors, je vous ai listé ici. Donc, l'Association des paralysés de France, l'Association Valentin AEI, donc pour les malvoyants aveugles, l'association ADAPE ARIA sur la partie cognitive, mentale, et puis l'ADAPEDA sur les sourds et malentendants. Et on a été également accompagné par Vendée Expansion qui délivre les labels tourisme et handicap. Et donc, ce qui fait que ce travail a été mené pendant 1 an et demi, 2 ans avant l'inauguration du bâtiment. Et ce qui a été très intéressant, c'est que ces personnes-là se sont également portées volontaires pour passer des castings, entre guillemets, pour notre campagne de communication. C'est-à-dire que dans les personnes du panel test, certains se sont retrouvés sur nos affiches qui étaient en très grand un peu partout sur le territoire. Certains jeunes de l'espace jeune se sont retrouvés dans le film d'introduction à devenir comédiens d'un jour pour présenter leur territoire et expliquer un petit peu ce qu'il y avait à découvrir. Et finalement, au bout de la première année, sur la commune de Notre-Dame-de-Mont, qui comprend environ 3000 habitants à l'année, sans compter la saison estivale, on avait 80% de la population qui était venue voir cet équipement-là, parce que dans le film d'introduction, il y avait les jeunes, et ces jeunes sont devenus des ambassadeurs. Et le panel test, en fait, c'était aussi un moyen de créer cet engouement pour l'équipement et de susciter l'intérêt et l'envie. Alors, je vous ai remis quelques photos où vous voyez. Là, on est en pleine phase de test. Hein, l'équipement n'est pas ouvert. Je vais faire Madame Ton. Oui. Mais on va peut-être... là, on a dépassé pas mal de temps. On va peut-être essayer d'accélérer pour laisser du temps. Pas de souci. Je vous montre juste ces photos-là où vous voyez en fait des dispositifs numériques où là, vous avez des lunettes, comme des lunettes de plongée dans lesquelles vous allez voir l'infiniment petit, donc ce que vous ne voyez pas dans l'océan. À côté, c'est la table multitouch, si vous déplacez après. Donc là, vous voyez bien qu'on est en totale accessibilité, en tout cas au niveau des PMR sur les différents dispositifs. Un hologramme. Donc là, vous avez la dune qui va évoluer et bouger en fonction des saisons et vous allez découvrir un peu comment en hiver ou en été ça évolue. Là, c'est un grattoir numérique. En fait, quand vous passez le grattoir à proximité, c'est pour parler de la pêche à pied notamment et de différents coquillages, vous avez une interaction avec l'écran qui va vous dire de quel coquillage il s'agit, avec des puces RFID. L'espace jeune qui était en plein test, parce que là, vous avez normalement un sanglier en réalité virtuelle qui apparaissait et vous pouviez vous prendre en photo avec lui. Ça fonctionne toujours aussi bien. Et puis, vous voyez que dans notre panel test, on avait aussi bien des ados, des familles, des enfants, enfin vraiment des seniors, toutes les catégories un petit peu étaient représentées. Voilà. J'aime bien quand c'est toi qui fais Madame Ton. Non, c'est bien. J'ai bien vu que tu ne faisais pas Monsieur Ton. Ouais, je me suis dévouée. Alors. Non, parce que en fait, moi, je n'ai pas de présentation, mais comme ça va être. Micro. C'est passé. Oula, je ne suis pas sûre que le câble soit suffisamment. On est au bout? Ouais. Ah bon, sinon vous déplacez alors. Vous déplacez quand même. Hop là, je vous la mets. Bonsoir à tous. Et, ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont sur en virtuel, du coup. Et donc, Marie-Laurenne Charles, donc moi je suis directrice de la Maison de Loire en Anjou, Loire-Odyssée, qui est située en région Pays de la Loire, à Saint-Mathurin-sur-Loire, donc à proximité de Angers. On est à une vingtaine de minutes d'Angers. Donc, notre site de visite, en fait, on est une association de 1901. On n'est pas un musée. On n'a pas ce label. On verra, ça a quand même des implications. Donc, c'est une association. On est 7 permanents. Et donc, nous, la vocation de notre association, c'est la valorisation du patrimoine naturel et culturel ligérien. Pour faire simple, la loi. Voilà.
d'où Maison de Loire. Et donc, on fait partie de la Fédération des Maisons de Loire. Il y en a 5 en région centre et nous, on est la seule, en tout cas avec cette dénomination, en région Pays de la Loire. Donc, on a un site de visite. Alors, environ, alors du coup, on est petit, 140 mètres carrés d'exposition. Donc, c'est un petit site de visite. On a un bateau promenade de 60 passagers. Et voilà, ce qui nous permet, pour ce qui est notre objectif de valoriser le patrimoine loire, d'aller in situ et de voir voilà, ce patrimoine. On est en bord de Loire, on est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, clairement. Sur une année, on accueille environ 30 000 visiteurs. Puisqu'on a un ensemble d'activités qui va de l'animation auprès des scolaires. Donc, c'est quand même 8 000 scolaires annuels. C'est quand même une grosse partie de notre activité. On accueille bien sûr le grand public sur le site, en extérieur et sur le bateau. Et puis, on a, comme on est une association de loi 1901, on a aussi une centaine d'adhérents. Et donc, on a un enjeu de vie associative et donc des cycles de conférences et de sorties autour de la Loire. Ça, c'est notre site de visite que vous voyez là. Donc, avec là, vous êtes dans un espace de bienvenue, donc qui est gratuit. Et puis, vous pouvez voir les portillons, en fait, qui permettent d'accéder à la scénographie Loire. Et la scénographie d'un fleuve invité. Puisque nous, notre objectif, c'est d'être un lieu d'initiation au patrimoine loire. Ça, c'est bien sûr un de nos objectifs, mais d'être aussi un lieu de débat et d'information sur la Loire. Et donc, le choix de l'association, c'est de découvrir ce patrimoine noir au regard aussi d'un autre fleuve invité. Donc, tous les 2 ans, on invite un autre fleuve. Donc, là, on était sur le fleuve Sénégal et on va inaugurer en janvier une exposition sur le fleuve Mississippi. L'objectif, c'est de découvrir son propre patrimoine au regard d'un autre patrimoine et de se dire, voilà, comment on vit autrement au bord d'un fleuve. Et ça nous fait nous projeter sur notre vie au bord de notre fleuve. Donc, voilà, c'est toujours des regards croisés. Et puis, on est aussi un lieu de découverte du territoire, puisqu'on est bureau d'information touristique déjà. Et puis, si on se cantonnait simplement tout le temps qu'à la Loire, au bout d'un moment, ça serait un peu restrictif. Donc, la Loire, elle a un impact sur son environnement, sur le territoire sur lequel elle se trouve, sur les coteaux, sur les vignobles, sur l'agriculture, sur tout un tas de domaines. Et donc, du coup, notre vocation, c'est aussi de faire découvrir ce patrimoine. Voilà pour nos grands enjeux et notre façon de fonctionner. Et puis, donc l'association, dès le départ, elle va avoir 35 ans, cette association. Elle avait cet objectif de le faire pour tous, avec l'accessibilité, avec un grand A. C'est-à-dire, elle n'avait pas forcément, au départ, visé que les personnes en situation de handicap. Elle s'était dit, voilà, on veut toucher les jeunes enfants, on veut toucher les adolescents également, on veut toucher les publics étrangers. On veut toucher tout un tas de monde, aussi des personnes qui n'ont pas forcément un accès à la culture financier simple. Donc, ça passait par tout un tas d'objectifs alors bien sûr, de médiation adaptée au plus de gens possible, mais voilà, des prix doux, veiller à ce qu'il y ait aussi des traductions en langue anglaise. Voilà, ça passait par tout un tas d'objectifs, en tout cas dans un premier temps. Et puis petit à petit, voilà, on s'est recentré pour travailler un peu plus spécifiquement sur les personnes en situation de handicap. Donc, il y a eu une rénovation, nous, en 2017, pour faire très rapidement, de notre bâtiment. Donc, bien sûr, on s'est dit, c'est bien, ça y est, on est bon sur la déficience motrice, puisqu'on est un établissement secondaire public, donc ça y est, c'est gagné. On verra peut-être plus tard que ce n'est pas si simple que ça. Et puis après, on s'est attelé à la déficience auditive. Et donc, on parlera peut-être des dispositifs numériques à cette occasion. Et puis après, à la déficience visuelle. Voilà, petit à petit, on y est allé étape par étape. C'est passé par tout un tas d'outils et de la médiation. Et on s'est fait aider aussi, parce que tout ça, on verra, sur les outils numériques, ça prend beaucoup de temps. Mais tous les outils accessibles, ça prend du temps. De se pencher et de se dire, on va faire autrement, différemment, pour plein de gens. Et donc, du coup, on a pris le temps de travailler certains dispositifs, d'être aidé par des dispositifs européens comme Leader,
pour avoir du financement, parce que qui dit du temps dit de l'argent. Qui dit des dispositifs parfois innovants, mais même simples, hein, ça prend de l'argent aussi. Donc, on a été accompagnés pour avoir ce temps-là et y travailler. Et puis, parce qu'on avait besoin d'une mise en lumière de nos outils, on a développé un événementiel et Culture pour tous, qui est avoir un temps où on met en avant tous les dispositifs qu'on a pu faire pour tous les publics, pour que, parce que ce n'est pas toujours simple, des fois c'est des petites choses qu'on fait et personne ne le voit ou ça ne se fait pas suffisamment. Et donc, du coup, on a pris le parti d'avoir en novembre 3 jours. La première fois, c'était une semaine, on s'est rendu compte qu'on n'était pas armés pour faire une semaine. Donc, 3 jours autour des différents publics, nos habitués, mais aussi rendre tout ça accessible au plus grand nombre. Voilà, après, ce sera l'occasion peut-être de répondre aux questions. Merci. C'est pour ça un top temps. Merci à vous. Du coup, dans quoi je travaille? Quelle est ta connaissance? Je reprends une petite demi-heure, du coup. Non, alors moi, ma spécialité, c'est effectivement les interactions humains-machines, les IHM. Et moi, je développe des outils d'évaluation. Donc, a priori, plutôt en ergonomie logicielle. En amont, on touche à l'ergonomie et à l'accessibilité au sens large du terme, donc aussi à l'accessibilité aux personnes handicapées. Et en aval, sur plutôt l'immersion, la scénarisation, l'impact sur le visiteur, l'imaginaire, l'évaluation des dimensions émotionnelles, ce genre de choses. Donc, nous, dans nos projets de recherche, on ne travaille pas spécifiquement pour le personne handicapée ou quel qu'il soit, mais a priori, on a une règle assez simple qui est que quand c'est plus accessible pour les personnes handicapées, généralement, c'est plus accessible pour tout le monde. Donc, c'est forcément intégré dans les différentes grilles de critères d'évaluation qui existent dans la littérature. Donc, moi, je suis vraiment orienté évaluation. Alors après, le but, c'est de transférer ces méthodes d'évaluation aux professionnels et de voir un peu ce qu'ils peuvent en faire et comment ils peuvent travailler avec. Alors, pour commencer à discuter de tout ça, on avait un premier point qui était un peu sur la formule était un peu humoristique, était un peu on fait la même chose et on recommence avec le numérique. Est-ce que le numérique ne sert jamais qu'à refaire des choses qu'on fait déjà? On a énormément de cas ou d'exemples où effectivement les outils numériques se limitent à n'être qu'un équivalent tablette d'un cartel qu'on aurait eu papier ou qu'on aurait eu d'afficher. Et la question souvent, c'est un petit peu, est-ce que on pense ces dispositifs en partant déjà de médiation existante, de dispositifs existants, et on se dit que tiens, on va le passer en numérique, on va les enrichir, on va les transformer, ou est-ce qu'on se dit non, le numérique a des potentialités, des caractéristiques qui lui sont propres, et comment est-ce qu'on pourrait exploiter ces singularités pour en faire des outils de médiation? On a un petit peu forcément les deux regards qui se croisent, qui ne sont pas économiquement neutres non plus, qui créent parfois des outils qui ne servent pas beaucoup plus, qui excluent de fait ou qui incluent de fait. Un petit peu, vous, comment vos outils numériques, vous les avez un peu appréhendés? On a bien compris que dans vos deux structures, les choses avaient été quand même largement pensées en amont, ce qui n'est pas toujours le cas, loin d'être souvent le cas. Comment vous avez pensé les outils numériques à l'intérieur de vos différents dispositifs? Nous, sur Biotopia, en fait, on avait déjà une offre de médiation existante autour de la dune et de la forêt. Et là, le principe, c'était vraiment d'utiliser le numérique pour justement les potentialités qu'il offrait et justement de pouvoir avoir une médiation différente envers les différents publics aussi qu'on voulait accueillir. La Biotopia, en fait, la maison de la dune auparavant, c'était essentiellement des scolaires qui étaient accueillis entre avril, juin et septembre, octobre. Et nous, l'idée, c'était vraiment de l'élargir à tous les types de publics. Et je vous rejoins complètement. Au départ, même pour le faire passer au niveau des élus, certains nous disaient c'est bon, c'est pas pour 3 aveugles et 2 sourds qui vont venir qu'on va faire des investissements très lourds. Non, mais on l'a entendu. On a vraiment vendu cette notion d'accessibilité comme l'accessibilité universelle. Et alors j'aime bien donner cet exemple parce qu'il est souvent parlant. Moi, j'ai des jumeaux et je peux vous dire qu'une poussette double, j'étais en situation de handicap pendant tout le temps où j'ai eu ma poussette double.
Et visiter des musées quand on a des jumeaux, c'est quand même une vraie galère. À un moment donné, n'importe qui peut se retrouver en béquille parce qu'il s'est cassé la jambe et du coup, il est en situation de handicap. On vieillit, on perd la vue, on voit moins bien. Il y a tout un tas de choses dans la vie où forcément, vous tous, là, dans la salle, vous allez vous retrouver en situation de handicap à un moment donné. Et en fait, c'est cette notion d'universalité qu'on a essayé, nous, de développer, à la fois dans les contenus numériques, mais dans les contenus de médiation d'une manière globale. Et le numérique nous a vraiment apporté, à la fois, effectivement, sur ces publics empêchés, de l'audiodescription, de la LSF, voilà, des choses différentes aussi, des choses aussi en français facile. Enfin, voilà, on a vraiment beaucoup travaillé ces dispositifs-là, mais on s'est vraiment dit que le numérique était là pour apporter une chose qu'on ne pouvait pas avoir avec un simple cartel papier. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était de pouvoir actualiser rapidement des contenus. Parce que comme on travaille beaucoup avec les chercheurs, comme on travaille beaucoup avec l'Université de Nantes, l'ONF, etc., eux, ils sont toujours à la pointe de ces recherches. Et ça permettait aussi de parler en 2022 de ce qui se passe en 2022 et plus de ce qui s'est passé en 2014 ou 2015 quand on a travaillé sur les contenus. Donc, ça nous permettait aussi, économiquement parlant, de ne pas refaire en permanence des expositions, mais bien d'actualiser des contenus qu'on avait déjà. Et je vous rejoins aussi, on est allé chercher des subventions européennes. On avait obtenu 50%, soit à peu près 150 000 € sur les 300 000 € que vous avez coûté les dispositifs numériques de financement pour justement permettre le déploiement de ces outils-là. En 2015, aujourd'hui, ce que vous voyez, vous dites oui, on voit ça partout. En 2015, les tables multitouch, les hologrammes, la mare avec la réalité virtuelle, etc., tout ça, c'était vraiment au début. Et on a été assez innovant, et même avec l'entreprise avec laquelle on a travaillé sur le parcours extérieur, puisque sur le parcours extérieur, vous n'avez rien dans le milieu naturel. La volonté, c'était de ne pas ajouter de mobilier supplémentaire, mais que la tablette se suffise à elle-même et qu'en scannant le paysage, de la réalité virtuelle allait apparaître. Vous allez rencontrer un forestier, vous allez rencontrer un gestionnaire d'espaces naturels, etc., etc. Et donc, vous allez vivre une expérience que vous ne pouviez pas vivre. Pardon ? Non, le sanglier. Le sanglier, bien sûr. Se prendre en photo avec le sanglier. Puis en plus, on a le bruit parce qu'on a le son du sanglier, on a des places, voilà, c'est tout ça. Et du coup, le numérique est vraiment un apport, un plus pour faire passer une expérience de visite que le public n'aurait pas juste avec un panneau ou juste avec un cartel. Ou voilà. Et par contre, on s'est toujours dit que ce qu'on privilégiait, ce n'était pas la forme, c'était toujours le fond. Donc, on est toujours parti du message qu'on voulait faire passer au public, de ce qu'on avait envie de lui transmettre et de ce qu'on avait envie de lui expliquer, pour après voir quel type de dispositif numérique on développait. Et ça, c'est important parce qu'on est vite, et nous les premiers, on était vite bluffés. On est allé au SimSystem, vous savez, le salon qui a lieu chaque année en début d'année, voir tous les super nouveaux produits. On s'est dit, oh là là, mais ça c'est génial, mais ça c'est génial. Sauf qu'en fait, on s'est dit, mais non, mais en fait, ça ne sert pas notre message. Et c'est juste de la poudre aux yeux, et dans 2 ans, ce dispositif-là, il ne servira plus. Donc, il y a aussi l'obsolescence qu'il fallait réfléchir en se disant que ce produit-là, cet objet-là numérique, il fallait qu'il dure aussi un peu dans le temps et qu'il serve un propos et pas le contraire. On a fait pas mal de visites, on aime bien aller se balader avec mon équipe et avec Jean-Pierre, on est allé dans plusieurs lieux et on s'est rendu compte qu'il y a plein de dispositifs numériques qui étaient proposés et comme vous le dites, Monsieur Hu, qui se sont dégradés et en très peu de temps et où finalement le public ne s'en est pas saisi. Donc nous, ce n'était pas l'objectif, c'était vraiment de partir du fond pour après voir en termes de forme ce qu'on pouvait adapter le mieux pour faire passer le message. Je crois que vous devez encore déplacer. J'essaye de gagner des centimètres, mais il n'y a pas de souci. Après, nous, on était un tout petit peu dans une posture différente parce que moi, je suis arrivée en 2018 au sein de l'association avec une grosse partie de l'équipe. Il y a eu un changement et en fait, la scénographie, elle a été rénovée en 2017. Donc, on est arrivé dans une scénographie qui était déjà faite, en tout cas d'exposition permanente sur la loi, et où il y avait assez peu de dispositifs. Après, l'association, ça lui allait bien dans le sens où elle voulait vraiment mettre le médiateur au cœur du site. Et pareil sur le bateau. Donc, voilà, il n'y avait pas d'audio guide, il n'y avait pas sur le bateau, c'est toujours un animateur qui est à l'avant du bateau et il n'y a pas de texte prévu initialement. C'est en fonction de ce qu'on va voir sur le bateau. Si on voit voilà, un balbuzard passer, si on voit... en fait, tout se crée sur le moment. Donc, l'association, ça lui allait bien.
Après, du coup, nous, on était partis au départ sur les outils numériques plutôt pour, comme vous avez dit, dupliquer. C'est-à-dire se dire, bah, une visite guidée, le problème, c'est qu'on n'a pas la compétence pour la traduire en LSF. Donc, il faut qu'on ait, et on n'a pas les moyens de mettre systématiquement un traducteur en LSF. Donc, il nous faut langue des signes française. Voilà, on n'a pas cette capacité-là, donc on va doubler notre visite guidée pour que des personnes en situation de handicap auditif puissent avoir accès. Après, on s'est dit, ah bah oui, mais tout le monde ne parle pas la langue des signes française, donc on va le sous-titrer. Donc ça sera, voilà, on aura les deux. Et puis, donc on s'est dit, bah voilà, là, on duplique en fait la même chose. Ça, c'était les premiers essais où on est passé avec des petits QR codes, vous passez avec votre smartphone ou avec une tablette mise à disposition et on duplique en fait vraiment ce qui est dit, en tout cas, une visite type, entre guillemets, parce que forcément, le médiateur, lui, il dit jamais la même, mais voilà, on en a mis une qui nous semblait intéressante. Donc ça, c'était les premiers dispositifs. On a quelques jeux interactifs pour correspondre aussi au public, à certains types de publics. Et puis, on a sur le bateau, alors ce n'est pas encore totalement sorti, mais l'idée, c'était de dire, bah là, on est tous au même niveau. Personne ne voit sur le bateau ce qui se passe sous l'eau. Donc, comment on fait pour voir sous l'eau en direct, sachant qu'on n'est pas sur un bateau à fond transparent, hein. Nous, c'est une coque métal, ce n'est pas un bateau. Donc, c'est comment on fait. Et là, on a utilisé les systèmes numériques pour pouvoir aller voir sous l'eau et le retransmettre en fait en direct sur le bateau. Et donc là, ce n'était pas spécifique pour des personnes en situation de handicap. On est tous incapables de voir sous l'eau quand on est sur le bateau. Mais ça nous permet de montrer des choses différentes, de l'amplifier aussi pour tout type de public. Donc voilà pour deux exemples. En tout cas, il y a une fois où on crée du contenu avec des outils numériques, un contenu qui n'existe pas, et une fois où on duplique voilà, ce contenu. Il y a une question en ligne, je ne sais pas si... Oui, nom de Dieu. Je vais aller là. Pour Biotopia, avez-vous déjà eu des retours et comment avez-vous collecté ces données sur les médiations numériques et leurs points positifs et leurs points à améliorer? Je vais les poser une par une parce qu'il y en a 17. Oui, on a travaillé avec vous, monsieur Hu. Ah, c'est pas moi qui pose la question. Hein. On a travaillé avec vous, les étudiants sont venus évaluer ces dispositifs numériques. Et on a aussi fait un travail effectivement d'évaluation, nous, en tant que groupe de travail, on était dans l'exposition et on a observé aussi, on a regardé comment le public réagissait avec ces dispositifs-là. Pour être tout à fait honnête, les élus se sont posés beaucoup de questions parce que, comme le disait Jean-Guy, notre cible, c'était quand même vraiment les jeunes, les scolaires, les ados, le public familial. Et du coup, nous, sur notre territoire, il y a énormément de seniors. Donc forcément, même dans la population locale ou en tant que touristes. Et les élus avaient une petite crainte sur l'acceptation de l'outil numérique par cette tranche de la population. Donc justement, au départ, on avait mis de la médiation humaine complémentaire pour expliquer comment on utilisait ces outils numériques. Et en fait, on s'est vite rendu compte que les seniors n'avaient pas besoin de nous parce qu'ils savaient utiliser aussi très bien les outils numériques. Et donc, on a effectivement eu ce temps d'évaluation, de réflexion sur les points d'amélioration. On a eu beaucoup de points d'amélioration les 3 premiers mois. Quand on a ouvert, on s'est rendu compte que dans le parcours de visite ou sur certains dispositifs, c'était peut-être pas aussi fluide qu'on l'avait imaginé. Donc, on a rectifié le tir tout de suite. On pourra reparler de toute façon du besoin de test. Alors, est-ce que les outils immobilisés sont gérés en interne ou bien faites-vous appel à des startups externes? Ça va être rapide. On a une personne désormais qui est en interne au sein de l'équipe et qui gère la partie back-office. Jean-Guy, dans son équipe, a une personne dédiée parce que je déteste, mais vous aussi, en tant que visiteur, détestez voir écran en panne. Donc ça, c'est interdit dans mon équipe. Oui, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Donc on a une personne effectivement en interne. Qui est dédiée à toute la maintenance, aussi bien informatique. Alors après, on a un prestataire extérieur qui intervient sous les 2 jours, ce qui est vraiment un souci. Mais lui, il s'occupe de toute la maintenance, surtout qu'on a beaucoup de dispositifs. C'est impossible de voir quelque chose qui est même bloqué pendant une semaine. C'est pas possible. Ça me réveillait bien. Hein. Y compris pour le contenu et pour faire de nouveaux outils ou pour en réfléchir, où en fait ils ont été créés et maintenant il faut faire appel à quelqu'un
en dehors du dépannage, en fait, pour le mettre à jour, ou si vous voulez faire un nouvel outil numérique, est-ce que vous faites appel à quelqu'un extérieur ou c'est la personne en interne? Non, on fait appel. Et alors ça, c'est une vraie faille, par contre, sur l'obsolescence des dispositifs. Et c'est un élément qu'on retravaillerait aujourd'hui, enfin qu'on retravaillera, qu'on va retravailler. C'est qu'on a beaucoup de systèmes d'exploitation qui sont vite obsolètes et qui demandent, lorsqu'on veut changer quelque chose, à reprendre complètement le système. Et ça, tout de suite, c'est un coût qui est énorme. Et ça, c'est rarement pris dans les cahiers des charges initiaux. Et de toute façon, on n'était pas prêt là-dessus. Aujourd'hui, on verrait ça complètement. Et on n'a pas complètement la main sur le contenu, sur des contenus textuels, mais pas sur l'arborescence, sur le fonctionnement complet du logiciel. Pas du tout, ça, c'est des Et alors, je confirme que nous, on aimerait bien, pour le coup, parce qu'on n'a pas, et c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Et c'est pour ça qu'on mixe les outils, parce qu'aujourd'hui, nous, on a un vrai souci à chaque fois qu'on a des outils en numérique, en fait, avec, les mises à jour, 2, les bugs et les changements de version. Parce que, alors nous, du coup, il y a plein de choses qu'on fait aussi, en tout cas, sur les contenus en interne. Des fois, on prend du temps parce qu'on tâtonne un peu. Et quand le prestataire nous dit « Ah, mais ça a changé de version entre-temps, donc là, je ne peux pas vous faire les modifications parce que, voilà, on a changé et que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. » Je vous avoue que c'est un petit peu difficile. Donc oui, quand on n'est pas, on n'a personne, en fait, sur le numérique dans son équipe, on est très, très tributaire du coup des prestataires, des cahiers des charges, comment ils ont été rédigés, sauf qu'ils ont été faits par nous, les cahiers des charges, et en fait, on ne s'y connaît pas, mais ça se voit dans le cahier des charges. Donc, du coup, il y a des fois où on nous dit « Ah, attends, c'était pas écrit comme ça. » Ah, mais on ne le savait pas. Donc, voilà, il faut mettre des choses, il faut se prémunir. Voilà, les agences sont quand même souvent sympathiques, mais elles ne travaillent pas les unes et les autres de la même manière non plus. Donc, quand on change de prestataire, elle vous explique qu'elle ne travaille pas du tout avec ce logiciel-là et que du coup, elle ne sait pas. Donc, elle n'a pas envie. Donc, c'est trop compliqué. Et donc, voilà. Donc, quand on ne maîtrise pas, on y va, mais voilà, on sait qu'il y a quand même une vraie prise de risque, en tout cas pour des petites structures comme nous. Sauf que vu les coûts, derrière, les administrateurs ou ceux qui ont aidé à financer, ils sont moyennement compréhensifs quand on leur explique qu'on n'a pas construit tout à fait le cahier des charges comme il fallait. Alors, je vais juste revenir aux inclusion-exclusion. Je vais faire exprès d'être un peu un petit canard, mais dans ce que vous nous dites, tout ce que vous avez montré comme exemple sur la LSF, par exemple, sur des choses comme ça s'apparente beaucoup à de l'audiovisuel qu'on pourrait faire autrement, une caméra sous-marine aussi. Donc, l'intérêt du numérique, il y a quelques exemples qui sont sur c'est surtout pour la mise à jour ou autre, où là, les outils numériques nous permettent une mise à jour de façon automatique et autonome que les outils avant ne permettaient pas. Mais j'entends que la mise à jour, ça ne marche pas bien et ce n'est pas super facile. Donc, du coup, le numérique, il est utile là-dedans? Parce que si on peut le faire en audiovisuel avec des cassettes vidéo LSF, et si la mise à jour numérique, qui serait l'intérêt, ne fonctionne pas parce que les relations aux prestataires sont compliquées, il y a un intérêt à avoir des outils numériques quand même quelque part ou... Non, mais nous, on a la table multitouch où c'est un jeu. Là, on n'a pas le choix. En fait. C'est un jeu interactif où la personne met ses éléments et l'ordinateur retravaille ses éléments pour donner une conclusion. Ça, on ne peut pas le faire avec du papier, où ce serait compliqué. Ce sera un jeu de cartes, peut-être. Ce serait peut-être imaginable, il faudra un animateur. Ce sera plus compliqué. Et puis, il y a toute la manipulation et puis le travail sur, on voit le littoral se modeler au fur et à mesure. Donc là, il y a un vrai travail numérique. C'est un peu comme Clash of Clans, pour ceux qui connaissent cette application. Personne ne connaît ça. Bon, non, peut-être. Donc, vous avez votre littoral et en fait, tous les ans, sur 6 ans, parce que c'est le temps d'un mandat électoral, vous allez choisir les petites actions que vous allez mettre à tel ou tel endroit et vous allez voir votre territoire évoluer. Et l'intérêt, c'est que la mise à jour se fait automatiquement. Donc, c'est une application qui a été développée en 2014 pour l'ouverture en 2015. Et quand vous avez les différentes années, là, on est en 2022, votre jeu commence en 2022 et il s'actualise tous les ans. Donc là, on n'a même plus besoin de faire appel aux prestataires. Est-ce que vous avez lu mon question ? Oui. Oui, alors c'est pour voir s'ils allaient gagner. Parce qu'en fait, vous avez 6 ans et au bout de 6 ans, vous avez une grosse tempête qui vient sur votre territoire et en fonction des actions que vous avez choisies, soit votre maison elle est un petit peu cassée et vous n'avez peut-être pas fait les bons choix, soit votre maison elle est bien debout et il n'y a pas de problème.
Après, c'est vrai que pour vraiment parler du dispositif, la conclusion en soi, elle est intéressante, mais pas spécialement. Par contre, c'est vrai que c'est tous les outils qu'on peut utiliser pour travailler sur le littoral. Ça, c'est vraiment l'élément qui est le plus intéressant du jeu. Et là, alors après, sur les autres dispositifs, c'est vrai qu'ils sont... Alors, sur le dispositif extérieur, comme il est géolocalisé, le numérique est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il se déclenche sur la tablette quand on passe à l'endroit qui est proche. Et on ne voit pas comment on peut faire autrement, où il faudrait avoir des dispositifs sur place, mais on ne voulait rien mettre en forêt. On voulait vraiment pas mettre de dispositifs, c'est-à-dire que la personne passe, elle fait son animation, et après, il n'y a pas de panneaux, d'éléments qui peuvent perturber la visite. Donc là, c'était intéressant. Sur d'autres dispositifs comme la table avec l'espace dunaire, c'est vrai que ou la plage, on aurait pu utiliser, ce n'était pas une obligation. Et on a le cas, par exemple, d'Avio, où là, c'est plus un écueil, on peut en parler, hein, où on a des cartels numériques. Et bien là, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et voire même, le public ne comprend pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas le faire tourner, ils voient un cartel lumineux, en fait. Donc là, l'investissement, ça ne vaut pas le coup. Et après, la remobilisation des équipes pour le changer, ça prend beaucoup trop d'énergie. Donc au final, ces cartels, ils ont coûté assez cher pour un résultat assez minime. Donc il y a une vraie réflexion à mener sur pourquoi on utilise un outil, à quoi il nous sert par rapport à l'investissement qu'il donne. Est-ce que vous avez eu des exemples de publics qui ont été inclus ou exclus justement grâce à ces éléments? C'est-à-dire que, imaginons un cartel, c'est la même chose, mais ça inclut un nouveau public. Ou un cartel numérique, c'est la même chose, mais en plus, ça exclut un nouveau public. Dans ce cas-là, la balance est faite. Et puis aussi, par exemple, le côté justement vidéo, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Le côté hologramme, tablette, multitouch, taille augmentée, pas forcément non plus. C'est pas excluant d'office, mais après, en pratique, comment on le met en place, ça peut être. Donc, est-ce que vous avez eu des avantages en termes d'inclusion et des désavantages en termes d'exclusion sur vos dispositifs? Nous, on a eu des avantages plutôt sur Biotopia. On a eu des avantages parce que, comme je l'ai indiqué, comme on a travaillé avec les associations de personnes en situation de handicap très en amont du projet, et qu'en termes d'ergonomie, etc., ça a été bien travaillé, on a été vite référencé dans le cercle de ces associations-là comme lieu où on pouvait venir pour faire une visite parce qu'ils savaient qu'ils allaient être bien accueillis, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être dans une posture d'inclusion et pas d'exclusion. Et à Biotopia, même sur la Maison de la Lune et de la Forêt, on n'accueillait pas du tout ces types de publics-là. Et là, on a vraiment eu cette inclusion de ce type de public parce qu'on avait vraiment travaillé en amont. Et Biotopia a été référencé au niveau du département de la Vendée comme un site pilote. Et dès que maintenant, il y a un projet de construction d'un équipement culturel avec cette démarche d'accessibilité, en fait, le département les renvoie vers nous. Et on accueille pas mal de personnes, effectivement, pour les vérifier à la fois la démarche, mais à la fois les dispositifs qui ont été mis en place. On a effectivement le label tourisme et handicap sur les 4 volets sur Biotopia. Et c'est notre seul site, d'ailleurs, patrimonial, qui a les 4 labels. On a des labels sur les autres sites, mais pas les 4. Là, on a vraiment pris toute la... Allez-y. C'est juste parce que moi, je connais le principe des 4 labels, mais il faut expliquer qu'en matière touristique, on peut être labellisé par un pour les handicaps. Donc, beaucoup de structures touristiques sont labellisées souvent sur le handicap moteur, mais pas forcément sur le handicap visuel, sur le handicap auditif et sur le handicap cognitif. Et quand on a les 4, effectivement, d'abord, c'est un gros travail que vous avez réalisé. Et effectivement, ça permet d'accueillir les 4. Et ça répond donc à la question qui est en ligne. Vous êtes des personnes en handicap, vous êtes partie du panel. Oui. Ouais. Et elles avaient une grande place. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, quand je les ai appelées au départ, j'ai eu droit à un mur. Parce que quand je les ai appelés pour leur dire, voilà, on travaille sur un projet, ils m'ont dit, mais nous, on en a marre d'être appelés juste pour faire la visite, pour savoir si votre marche ou votre point de vue, mon fauteuil, il passe ou pas. Et je leur ai dit, ah non, mais moi, je suis pas architecte, je travaille pas sur le bâtiment, je travaille sur le contenu. Moi, l'objectif, c'est qu'on travaille ensemble, que le contenu qu'on va diffuser dans cet équipement-là, il soit accessible à tous. Et là, ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit, mais on ne se décide jamais pour ce genre de projet. Et c'est ça, en fait, qui a été aussi la force de ce travail en commun. C'est que déjà, on les a pas stigmatisés en tant que personnes, voilà, parce que dès le départ, on est parti sur la conception universelle de l'accessibilité. Moi, j'ai fait des bourdes en permanence sur
première réunion, je leur ai dit à Biotopia, vous allez en prendre plein la vue les oreilles. Ok, j'avais des sourds et des neuves autour de la table. Là, ils m'ont dit, mais merci Elodie de nous considérer comme des gens normaux et de nous inclure vraiment dans votre logique. Et finalement, c'est ça aussi, c'est cette confiance qu'on a réussi à établir avec les associations locales. Hein. C'est des personnes qui sont venues bénévolement, le panel test, c'est pareil. Et on a vraiment intégré cette dimension-là. Ce qui fait que sur le Davio ou sur d'autres projets, on continue de travailler avec eux pour bien avoir cette notion d'accessibilité au quotidien. Et à l'Odyssée, là où les dispositifs sont quand même plus intégrés comme outil pour les médiateurs, enfin plutôt au service d'une médiation, des exemples où les outils auraient de fait déjà un peu ou inclus de fait de nouveaux publics ou exclus, vous auriez constaté les choses. Après, sur les outils qu'on a pu développer, aussi ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on ne peut pas avoir, enfin, on avait par exemple notre film, on l'a audio décrit, mais on s'est rendu, enfin, nous on était très fiers, on avait notre film audio décrit, on s'est dit ça y est, on va avoir des personnes en situation de handicap visuel qui vont venir. Et en fait, les gens ne se déplacent pas pour 8 minutes de film. Ça ne marche pas. Si tout le reste n'est pas accessible, en fait, on était très fiers d'avoir une partie de notre site, oui, très bien, mais personne ne va venir juste pour ça. Donc il fallait que c'est pas outil par outil qu'on peut dire ça y est, on communique, on a fait quelque chose de bien. Bah non, il faut en fait qu'il y ait une logique depuis l'accueil sur toute l'accessibilité et même en dehors de nos sites. Et là, ça dépend pas de nous, mais il faut aussi que pour arriver jusqu'à nous, ça soit accessible. Et voilà, donc nous, on est en centre-bourg, hein, donc en fait, au départ, avant que le bourg soit refait, en fait, on n'était pas accessible de fait. Nous, on a bien l'ascenseur, on a tout, mais on n'arrivait pas jusqu'à nous. Voilà. Non, mais c'est des trucs bêtes, mais nous, on avait tout parce qu'on avait été rénové, donc on est un établissement recevant du public, donc nous, tout était bien de notre côté, par la porte, de ballot, mais pareil. Mais par contre, en fait, quand vous vous mettiez sur les places de parking des personnes en situation de handicap, et bien après, vous ne pouviez pas arriver jusqu'à notre bâtiment. Donc voilà. Déjà, là, on se dit, il faut aller un peu plus loin que juste notre site, et puis il faut mobiliser des collectivités, il faut mobiliser, voilà. Et du coup, sur les outils, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous en avez un, mais que tout votre parcours de visite, il n'est pas... et on ne peut pas faire que du numérique non plus. En tout cas, ce n'était pas un souhait. Donc, il faut qu'on mixe aussi avec, du coup, on a fait la grande levée d'Anjou. Notre grande levée, elle est en petite maquette tactile où là, vous avez du braille, où vous avez des explications qui sont redonnées. On a des livres tactiles sur tout ce qui est faune flore pour que du coup une personne elle puisse de l'entrée et aux différentes grandes étapes de notre scénographie avoir de l'accessibilité. Donc déjà, il faut les travailler ensemble. Et après, sur l'inclusion-exclusion, il y a des fois où on aurait voulu que ça marche pour plusieurs publics en même temps. C'est-à-dire qu'on a fait, quand on a traduit en LSF et sous-titré, notre visite guidée, on s'est dit, tiens, finalement, quand il n'y a pas de visite guidée, il n'y a pas de médiateur, et une personne va pouvoir scanner et puis avoir accès à la visite guidée, vu qu'elle est sous-titrée, c'est super chouette. Sauf qu'en fait, ça défile tellement lentement, parce que c'est calé sur le LSF, que personne ne va regarder un défilement de texte qui va très, très lentement. Donc, non, ça ne marche pas. Donc, ça marche que si vous êtes comme en déficience auditive et que là, du coup, il y a en plus, sinon, les gens, ils passent à fin et pour autre chose, quoi. Donc voilà, donc des fois on se dit, là ça inclut, on s'était dit ça va inclure vraiment tout le monde, et non, de fait ça exclut comme ceux qui en avaient pas le besoin initial, et eux préfèrent avoir le médiateur. Juste pour montrer comment essayer de faire une petite synthèse de ce qui a été dit, comme ça on va pouvoir faire la super transition sur on va pas faire que du numérique, qui est un peu la question suivante. Donc en fait, sur est-ce que la numérique fait la même chose et on commence ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, le numérique, ça permet de faire des nouvelles fonctionnalités. Et en ça, éventuellement, c'est intéressant. Et par contre, il faut faire attention parce que le numérique et l'innovation, ce n'est pas la même chose. Et qui dit innovation, on va dire obsolescence potentiellement. Et voilà. Et le numérique, ça va ajouter des éléments techniques en plus. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil que du non-numérique parce qu'il va falloir maintenir, s'en occuper, etc. Pour autant, on va pouvoir avoir des nouvelles choses qui vont être mises, notamment la géolocalisation, le jeu, la duplication d'informations. Il y a une limite là-dessus, c'est qu'il y a la duplication en temps réel sur le contenu qui n'est pas prévisible en avance.
il y a une petite limite par rapport à l'humain, par exemple. Le numérique ne fait pas tout. Et alors, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, au final, on ne peut pas vraiment faire la même chose si on ne met pas du numérique pour mettre du numérique de base. Mais si on se dit on va faire quelque chose d'inclusif, on va faire toute une partie conception, faire des tests, etc. Il y a des mises à jour. Il y a des éléments comme ça. Donc ça va être important. Est-ce que ça va? Environ d'autres propositions. Il y a encore une question? Il y a encore une question. Moi, je veux bien poser une autre question. Vous avez évoqué la mobilisation des personnes en soins de... On a répondu. Juste avant. Juste avant. Celle sur les... Comment avez-vous adopté la médiation pour les publics un peu plus éloignés du numérique par méconnaissance, par peur? Et puis, on a une juste au-dessus. Comment s'assurer que l'expérience puisse être collective à 2 et plus? Mais pourquoi vous voulez faire des collectifs? Moi, je n'aime pas les gens. Ça dépend du dispositif. Est-ce que les outils numériques, en gros, le sous-entendu serait, par définition, plutôt individualistes? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas d'utopie, en tout cas. Nous, on l'avait conçu, tu peux compléter, on l'avait conçu comme une visite vraiment familiale, où en fait, si le grand-parent vient avec son petit-fils ou ses petits-enfants, si le grand-parent est peut-être moins à l'aise avec l'outil informatique, on sait que les enfants, eux, ils sont très à l'aise. Et en fait, ça permettait de, on va dire, à la fois mettre en valeur les compétences des enfants, mais qui ne sont pas toujours lecteurs. Et du coup, ça se permettait un échange avec les grands-parents qui, eux, étaient lecteurs et expliquaient les choses. Donc, on l'avait conçu, nous, de cette manière-là. Donc, on n'était pas sur de l'individualisme, on était vraiment sur du collectif parce que notre public cible reste la famille. C'est vrai que dès le départ, en termes d'espace, c'était que le dispositif prévu pour avoir plusieurs personnes autour du dispositif et qui peuvent interagir. Donc, ça a permis d'éviter ce genre d'écueil. Et puis, quand on accueille une classe, c'est entre 25 et 30 élèves. Donc, si on a un médiateur qui est là pour faire une explication, en fonction de la spécialisation dans l'exposition, on peut mettre des petits groupes d'élèves sur tel ou tel dispositif. Donc, forcément, on est sur du collectif. Et nous, pour le coup, on a retenu par exemple, sur le bateau, le but, c'était de pouvoir voir sous l'eau, voir des vidéos et voir du contenu aussi photo, en fait, pour montrer, par exemple, on voit un oiseau. Mais alors, vous savez, sur le bateau, quand on voit un oiseau, alors, il y a des gens qui le voient, il y a ceux qui voient juste le doigt du médiateur et qui ne l'ont pas vu, parce qu'en fait, il est passé trop vite et puis déjà gauche, droite, tout ça, c'est pas simple. Non, mais on rigole, mais bon, il y a des fois, l'oiseau, il est parti, et donc, du coup, c'est bien de l'avoir en photo quand même. Donc, on le remontre, en fait, sur le bateau. Et donc, nous, on avait fait ce choix parce qu'il y a un grand effet bateau, justement. Il y a 60 personnes sur le bateau, et il y a un effet de groupe qu'est-ce qu'on est en train de voir tous ensemble. Et on ne voulait pas justement des dispositifs numériques qui isolent, parce que clairement, dans les propositions qu'on nous a faites, on nous a proposé ça. En fait, en nous disant, on peut voir sous l'eau, pour voir des choses. De réalité virtuelle avec smartphone pour ceux qui sont à distance. Voilà. Ah oui, pardon. Et on s'est dit, là, c'est fichu, parce qu'en fait, on n'a pas envie que tout le monde ait un casque et que plus personne soit en interaction avec les autres, avec le bateau. Donc, on a fait le choix d'un dispositif numérique qui n'excluait pas et n'isolait pas. Voilà. Après, mais il y a eu plein de choses qui nous ont été proposées pour le même besoin qui était de voir sous l'eau et de voir des supports. On nous a proposé plein de choses. Nous, on a choisi un qui nous permettait d'avoir cet effet bateau. Donc voilà, il y a plein de choses. En fait, quand on propose ça, quand on demande certaines choses, on nous propose plein de solutions. Mais en fonction de ce qu'on veut, il y a quand même des possibilités. Donc, à l'heure actuelle, l'offre technique est suffisamment variée pour que vous ayez le choix. En tout cas, on a pu, nous, par rapport à notre besoin. Cela dit, ce n'est pas toujours le cas. On a quelques véhicules numériques où c'est une personne par une personne, on ne peut pas gérer le temps, on ne peut pas accélérer. 2 heures de queue. On ne peut pas recommencer. Il faut absolument être en face. Pour discuter avec d'autres personnes en même temps, c'est vrai que c'est un peu. Vous parlez de être en face. Nous, on avait imaginé au tout début du projet un dispositif Kinect. Donc, vous savez, comme avec la Wii ou des choses comme ça, où quand vous bougez, en fait, ça interagit avec un avatar. Et en fait, on avait imaginé faire de la pêche à pied. Nous, on a quand même cette activité touristique aussi sur les strands. Et on imaginait faire de la pêche à pied avec un dispositif Kinect. Et en fait, en parlant avec l'équipe, on se dit, ouais, c'est une bonne idée.
voyons la faisabilité technique. Ouh là là, quand on a commencé d'en parler avec les prestataires, on s'est rendu compte que c'était des dispositifs qui tombaient tout le temps en panne, qui n'étaient pas du tout fiables. Et on s'est dit, OK, c'est l'effet waouh, mais ça va peut-être durer qu'1 an, c'est beaucoup d'argent. Donc, effectivement, cette notion-là de comment est-ce qu'on l'appréhende, c'était important à avoir. Plusieurs personnes en même temps détectées, après, ça fait des espèces de squelettes fantômes, ou, surtout si on se baisse, ça détecte mal. Donc, on n'avait pas fait ce choix-là et je pense qu'on l'a bien fait. Après, c'est vrai que nous, dans nos recensements de projets de recherche, là, juste pour donner un exemple de nos travaux, effectivement, tous les dispositifs en réalité virtuelle, à l'heure actuelle, deviennent de plus en plus avec des écrans de retour. C'est-à-dire que la personne vit l'expérience et son groupe, sa famille, ses parents ou ceux qui ne veulent pas voir le masque ont l'écran de retour de ce qu'elle est en train de voir en même temps. On voit bien que les structures sont en train d'essayer de réintégrer le groupe dans l'expérience, parce que sinon, c'est un par un et ce n'est pas tenable. Ou bientôt plusieurs en même temps. La réalité virtuelle pour les personnes avec des déficience visuelle, donc il fallait que le prof soit dans une virtuelle. Et donc là, il faut représenter un avatar virtuel accessible où on entend les bruits de pas, qui peut parler, du prof au même endroit dans le monde réel et dans le monde virtuel, sur smartphone. Mais du coup, c'est faisable, mais c'est tendu. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'on peut commencer avec les avatars maintenant, mais c'est au niveau de la recherche actuellement, c'est pas du tout. Mais pour compléter ce que vous évoquiez, c'est vrai que l'expérience qu'on vient vivre dans un musée, dans un équipement culturel, c'est aussi le lien social. Et c'est aussi ce temps de partage avec sa famille ou ses amis ou avec les personnes avec qui on vient. Nous, on le voit bien. Hein. Les gens qui viennent, on en parlait dans la voiture en venant avec Jean-Guy. On est très contents là parce que sur cette année 2022, c'était 40 ans d'Avio, un musée. Et on a réussi à avoir plus de 10% de la population qui est venue là le week-end dernier à un événement qu'on a proposé. 10% de la population de la commune, ce qui est énorme. Et finalement, c'est pourquoi je viens dans ce site que je connais déjà, mais je viens parce que je sais que je vais y passer un bon moment, que je vais vivre une expérience de visite intéressante, qualitative, parce qu'on est labellisé Musée de France, et du coup, ça renvoie aussi à des normes, à une expérience. Et cette dimension du collectif est vraiment très importante aujourd'hui, parce qu'on vient rarement seul dans un musée, on va rarement seul voir un concert. Tous ces éléments de culture, en fait, on a besoin de les vivre collectivement. Et la période qu'on vient de traverser là, avec le Covid, etc., fait qu'aujourd'hui, on sent que les gens ont envie de ressortir, ont envie d'être dans cet effet de groupe aussi et de collectif. On passe au suivant. Ouais, alors du coup, là, ma question, c'est que vu qu'il est déjà... On va en faire plus. 19h20. On avait deux questions, du coup. Est-ce que trop de numérique tue le numérique, et est-ce que le numérique, c'est pas toujours ce que l'on croit, sur l'exemple qu'on croit, etc. On va faire que la deuxième, parce que la dernière, elle passe déjà dans la question. Est-ce que trop de numérique tue le numérique? On a eu des premiers éléments de réponse, avec pas toujours du numérique partout. Nous, ouais, voilà, le souhait, c'était vraiment, mais ça, c'était un souhait, un des objectifs dès le départ posé. En fait, on peut en développer, on peut, en tout cas, nos administrateurs, parce que c'est une association, ne sont pas réfractaires de base au numérique, parce qu'il peut y en avoir un peu, mais voilà, ils étaient quand même ouverts à ça. Mais par contre, de ne pas en mettre tout le temps, partout. Aussi, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport aux besoins, est-ce que ça sert le fond ou pas? De temps en temps, il en faut un petit peu aussi pour être appétant vis-à-vis de certains publics, parce que on n'avait pas développé aussi loin que vous les panels tests, mais pour notre dernière exposition, on a fait des petites enquêtes avec des familles tests pour voir un peu. Et c'est vrai que je l'ai repris tout à l'heure parce que nous, ça nous a marqué. En fait, les enfants, quand on leur a demandé ce que vous voulez dans un musée, qu'est-ce que vous voulez quand vous visitez une exposition, les 8-9 ans, ils veulent des boutons. Vous voulez des boutons. Donc, on s'est dit, ok, alors le contenu, tout ça, non, eux, ils voulaient des boutons pour entendre, pour toucher, voilà. Donc, on sait qu'il faut quand même qu'on mette un petit peu. On ne veut pas mettre que ça, mais on sait qu'on a quand même un public qui, lui, apprécie à petite dose, qui lui en met. Donc, il faut quand même qu'on ait ces éléments-là. Ça peut servir à emmener certains publics en disant tu vas voir, il y a un truc là-bas, voilà, une petite borne tactile, des fois voilà, ça permet de pousser un petit peu plus loin. Donc voilà. Mais nous, en tout cas, on ne veut pas le développer de trop pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et en termes d'inclusion et d'exclusion, est-ce que voilà, il y a des choix qui ont été faits de ne pas mettre du numérique à certains endroits parce que c'était pas accessible ou ça ne correspondait pas aux attentes de certains publics ou ça exclut pour des raisons avec des exemples de terrain, ou au contraire, est-ce qu'on a mis du numérique parce que ça a aidé
Typiquement, l'exemple que j'ai dit tout à l'heure sur le bateau, on a été sur une forme de numérique, mais pas sur de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, parce que ce n'est pas ce qu'on attendait, nous, sur notre bateau par rapport au patrimoine qu'on voulait montrer. Mais voilà, donc on a fait un choix de dire ça va à l'encontre de l'inclusion de tous, et donc du coup, on ne veut pas le développer. En termes d'éléments collectifs ou en termes d'expérience dans certains cas? Il y avait les deux aspects parce qu'il y avait aussi un frein là qui aurait pu être d'être sur du numérique qui ne servait pas notre contenu. J'ai plusieurs choses qui viennent en tête, mais à partir du moment où le numérique est un outil, je ne vois pas comment il pourrait y avoir trop. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on en a besoin, et que ça permet de diffuser un message, il ne peut pas y en avoir trop s'il est bien conçu, si le message passe bien. Par contre, on a eu cet écueil-là à Biotopia sur quelques personnes. C'est en train d'évoluer tout doucement, mais on a quand même eu des personnes qui n'étaient pas dans le numérique, même parfois pas forcément des personnes âgées, hein, mais qui travaillaient beaucoup, qui étaient plutôt plus sensibles au volume, ou aux couleurs, aux espaces ou aux images, et qui ne vont pas rentrer dans le numérique. Donc, sur un espace qui n'est pas très grand comme ça, ils vont passer en 10 minutes, ils vont dire on a fait votre musée, on n'a rien fait en fait. Ils ne sont pas rentrés dans cet espace numérique parce qu'ils auront eu envie de voir une œuvre d'art, par exemple, et de se poser devant, et ils sont beaucoup plus visuels ou sensoriels, mais ils n'ont pas d'affinité avec le numérique. Alors, il y a cet écueil-là, mais c'est en train d'évoluer. Et puis, tout le travail de la personne qui travaille en muséographie, c'est de mixer les approches aussi. On peut très bien avoir un outil numérique et une œuvre d'art à côté, c'est pas antinomique. C'est juste qu'on travaille au mieux les outils qu'on peut utiliser. Et puis, il y a une partie de création, c'est-à-dire qu'on les choisit avec le message qu'on veut diffuser. Donc, on a beaucoup de manipulations mécaniques à Biotopia. On a beaucoup de choses mécaniques, de choses à toucher, des maquettes tactiles, on a tout ça. Donc, il n'y a pas que numérique, comme disait Jean-Guy, et vous disiez aussi, c'est bien de mixer en fait les différentes approches pour avoir une expérience globale. Et ce que vous disiez sur les publics, c'est clair que, on voit que chaque personne qui va visiter, nous, on a quand même une partie aussi écrite avec des panneaux. Et c'est sûr que ceux qui ne sont pas lecture, s'ils n'ont pas autre chose, ils vont faire le tour de notre patate centrale, là, et puis hop, ils vont repartir. Donc, ceux-là, il faut leur apporter autre chose pour qu'ils y aillent. Certains enfants, ils vont rentrer par la partie un peu numérique, et puis après, ça va les faire rebondir sur autre chose. C'est vrai que c'est vraiment important de pouvoir mixer, de pouvoir proposer aussi ceux qui sont moins médiation humaine, parce qu'au bout d'un moment, ça, ils ont décroché d'entendre la voix du guide, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas, pour le coup, auditifs. Les gens. Voilà, et qui vont pouvoir, à un moment, utiliser un petit dispositif et puis re-rentrer sur un autre espace avec le guide et pouvoir, il faut être assez souple et multiplier pour être sûr que le message qu'on veut faire passer à un moment soit passé, et peu importe la porte d'entrée qui a été choisie à un moment, si c'était le texte, si c'était l'audio, si c'était le visuel ou le numérique. Nous, en tout cas, vous l'avez dit tout au départ, on est des passeurs d'informations. Et donc, c'est ça notre objectif. Après, voilà, il y a plein d'outils à la disposition des gens et le numérique en fait partie. Moi, j'ai quand même deux remarques là-dessus. C'est qu'on a pas mal de débuts d'enquête qui montrent quand même que des visites où il n'y a aucun dispositif, alors je ne dirais pas numérique, du coup, je vais dire interactif pour être plus large, plus juste. On a quand même des retours de gens qui, en sortant, font oui, c'était bien, mais il n'y avait rien à. Il n'y avait pas de bouton. Un petit côté comme ça, donc ça voudrait dire qu'il y aurait quand même un seuil bas. Il y aurait un minimum de machin interactif ou numérique à mettre pour qu'une expo ou un parcours de visite serait censé être en 2022 accepté couramment. Donc il y aurait un seuil bas, c'est étonnant. Et à la fois, on a des gros dispositifs, je pense à Pompéi, qui a été à l'expo à Paris, je ne sais pas si certains ont vu, où, alors là, tout est projeté, immersif, numérique et autres, et où en termes de satisfaction, c'est très mauvais. Alors que l'effet waouh, il est plein pot, c'est plus qu'impressionnant, mais il n'y a presque aucun objet tangible. Et du coup, les gens sortent en disant oui, c'était, mais on aurait voulu 3 pierres et un caillou. Alors que vous auriez mis que 3 pierres et un caillou, ils auraient dit ouais, mais il nous manque la petite reconstitution 3D. Donc il y aurait un seuil haut aussi.
Et voilà, je pense que c'est aussi ça qui est difficile en tant que professionnel, c'est de naviguer entre on sent bien qu'il y a quand même peut-être une demande minimum. On veut que les enfants aient des boutons, je caricature, mais j'aime bien l'image des boutons. Je vais la garder celle-là. Et puis, on sent bien que si on en met peut-être effectivement partout, il y a des gens pour qui ça va être oui, non, mais là, je suis plus au musée, je suis dans autre chose et ce serait trop. Il y a aussi la notion, alors elle est un peu galvaudée cette notion-là, mais d'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, soit il y en a pas assez parce qu'ils sont passifs, soit il y en a trop, mais d'un certain côté, on devient presque passif aussi quand on vous montre que des images ou que de la réalité augmentée. Moi, je trouve qu'il y a quand même cette notion importante d'expérience, en tout cas de ce qui nous remonte de nos publics, c'est ça, c'est qu'ils ont envie, ils viennent quand même vivre quelque chose. Donc, il faut qu'ils aient à toucher, il faut qu'ils aient à voir. Alors, on a vécu 2 années un peu compliquées, parce que nous, il faut savoir qu'au 1er janvier 2020, on a eu la bonne idée, notre exposition temporaire, on l'a inaugurée sur le sens de la polysensorialité. Donc, autour des 5 sens, juste avant le Covid, c'était vraiment là. Là, on était vraiment au top. Voilà. Mais c'était quand même ce côté-là, de se dire, on va entendre, on va toucher, on va sentir, C'était l'idée. Autant vous dire qu'on l'a prolongé d'une petite année en 2022, parce que voilà, on a eu quand même cette idée. Mais moi, je pense qu'il y a quand même cette notion de, ils ont envie de vivre quelque chose. On partage complètement parce que nous, on était partis sur les 5 sens hors le goût, donc le 4, parce que le goût, allergie, tout ça, trop compliqué à gérer. On avait essayé, hein, mais non, trop compliqué. Et l'idée, c'est que quand on a une expo type une expo panneau, sans manipulation, sans rien, finalement, les gens qui sont, vous savez, il y a les auditifs, les visuels et les kinesthésiques, ceux qui ont besoin de faire, en fait, pour intégrer le message. Et en fait, quand on va à une exposition comme à la Cité des Sciences, par exemple, vous êtes en permanence sollicité parce que vous avez plein d'expériences à faire, etc. Vous avez monté sur un film, enfin, voilà, tout un tas de... Même vous, physiquement, vous vous mettez en situation. Et en fait, on sait que c'est dans ces situations-là, d'expérience de visite, que le public appréhende beaucoup mieux et comprend beaucoup mieux les concepts qu'on veut leur faire passer. Donc, du coup, nous, ça a été vraiment notre logique dès le départ, de se dire, les expos de la Cité des Sciences, on voit bien comment elles sont orchestrées, comment elles sont amenées. Et du coup, nous, on voulait vraiment être dans cette logique-là de faire les choses à plusieurs et de comprendre le mécanisme pour que les gens le comprennent d'eux-mêmes plutôt que de leur imposer une idée et de leur dire c'est comme ça et pas autrement. On veut bien qu'ils fassent les choses pour se rendre compte. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans l'expérience de vie. Je vais faire encore la méchante, c'est précis, je prends le rôle. Quand on manipule des choses qu'on expérimente par soi-même, il y a peut-être deux facteurs d'exclusion. Le premier, c'est si on n'a pas envie de faire, dans un contexte social, en fait, on est exclu éventuellement du concept. Alors après, je ne fais pas le débat qu'il y a derrière, parce qu'on peut ça peut être comme ça et nous suffire, etc. Mais voilà, donc il y a tout ce public-là qui peut être exclu. Et après, sur des manipulations et des mises en scène, en général, il y a énormément d'éléments qui vont mettre en place. Il va y avoir le cognitif, il va y avoir justement le moteur, il va y avoir l'auditif, le visuel, ne serait-ce que pour la synchronisation main-œil, enfin, voilà, pour faire un corps-œil, en fait, pour faire des choses. Donc, de fait, si on a besoin pour quelque chose d'avoir du moteur, du cognitif, du visuel et de l'auditif, comment est-ce qu'on fait pour ne pas exclure voilà, alors ça ne se fait pas forcément au niveau du dispositif, mais peut-être au niveau de l'exposition. C'est ce que je veux dire. Donc, il y a déjà deux grands facteurs. L'action elle-même qui peut exclure ou être excluante, et le fait d'avoir envie ou pas de se mettre en situation d'action, de plus en un... C'est un peu ce qu'évoquait tout à l'heure Elodie, c'est que quand même sur l'exposition qu'on avait montée, on a eu parfois envie de mettre des accompagnateurs d'exposition, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'exposition et qui aidaient les gens à s'approprier les dispositifs et à les mettre en œuvre. C'est qu'on a souvent l'impression que le numérique, c'est intuitif et que les gens vont y aller. Mais des fois, il y a besoin d'un accompagnement humain. Qui est un vrai métier parce que c'est pas vraiment du conférencier, c'est pas vraiment du guide, c'est des gens qui vont aller aider à manipuler et à faire le lien entre le dispositif et la personne, et des fois ça peut être nécessaire. Donc, et ça peut limiter cette exclusion, même si j'ai bien compris que c'est vrai qu'il y a aussi le côté un peu regard de l'autre sur ce qu'on est en train de faire, et l'impression d'être jugé lorsqu'on va tâtonner. Je n'ai pas ressenti trop sur nos dispositifs ces éléments d'exclusion liés à
une incapacité à mettre en œuvre ce qui était demandé. Je l'ai plus ressenti sur l'autocondition risque, où il y avait plus de manipulation de dextérité, et là, les gens, ils n'osaient pas y aller parce qu'ils avaient peur ça marche pas, on n'est pas bon. Et c'est vrai que là d'où l'intérêt de beaucoup tester en amont pour voir si les gens ils y arrivent. Parce que des fois, on met en œuvre des dispositifs, on dit, voilà, ça marche tout seul, on sait faire. Mais c'est vrai quand on est dans un musée, on est en état un peu on est perdu, on n'est pas chez nous. On a beaucoup de mal à repérer des choses qui nous rapportent à ce qu'on connaît. Et on a besoin moi, j'ai besoin d'être beaucoup accompagné, de comprendre où je suis, pourquoi j'y suis, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de m'expliquer. Et c'est vrai que l'accompagnement humain peut être bien à ce moment-là pour faire le lien entre l'exposition et c'est bien d'avoir un peu de bien. Et d'ailleurs, le numérique ne supprime pas des postes. Je le redis parce que ça a été une des grosses questions. On va mettre des machines partout, donc c'est bon, on n'a pas besoin d'avoir des médiateurs. Ah ben si, on a besoin d'avoir des médiateurs. Ça a été une grosse question, un gros débat aussi avec les élus qui disaient, de toute façon, tout est dit là, dans votre table, donc vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de recruter des médiateurs. Donc c'était intéressant aussi de voir comment la médiation humaine, justement, accompagnait, comment le numérique était un outil au service de la médiation, mais il n'était pas l'outil. Et le seul, les cartels racontent tout aussi, donc finalement. Du coup, alors au lycée, il y avait aussi des exemples d'exclusion sur le fait de mettre en action ou sur les dispositifs qui demandaient des choses. Après, lecture, ça va déjà été dit aussi. Oui, la lecture, clairement, on voit que ça peut freiner. Et c'est vrai que des fois, on veut bien faire. Et parce que, du coup, on parle de tout type d'accessibilité, mais nous, on avait tout traduit en anglais pour le public anglophone. Et c'est vrai que les enfants ne font pas la distinction entre le français et l'anglais à l'écrit. Ce qui fait qu'ils voient une masse de textes. Alors nous, on réduit nos textes pour que ça soit accessible pour les personnes, pour les enfants notamment, mais aussi pour les personnes qui seraient moins à l'aise avec le français. Et derrière, on va traduire, on va limiter à 60 mots, sauf que comme on va mettre 60 mots en anglais juste en dessous, donc ça fait 120, ça fait un gros texte. Et en fait, les enfants ne vont pas voir qu'il y a une autre langue. Donc eux, ils vont juste voir un gros texte et du coup, ils vont partir. Ils ne vont pas lire, en fait. Alors que pour eux, il n'y avait pas tant de mots que ça. Mais ils ne vont pas faire. Donc là, par exemple, on a utilisé le numérique pour la nouvelle exposition où tout ce qui est anglophone va être mis de façon numérique en plus, mais pas visuel pour les enfants. Donc ça va nous permettre de limiter un petit peu cet écueil-là. Sur les manipulations, comme il y a souvent la médiation humaine et des bénévoles qui sont là en plus, et des fois, c'est eux qui vont le faire. Ils vont remplacer en fait et des fois ça va donner envie à la famille, du coup c'est eux qui vont en premier de faire la manipulation et du coup il y a un enfant qui va oser et puis après ça va lancer. Donc là pour le coup la médiation humaine elle permet des fois de limiter un petit peu ce côté-là ou d'aider quand il y a certaines personnes qui n'ont pas la motricité fine pour pouvoir le faire. Voilà, là c'est la médiation humaine, mais parce que on a la chance d'avoir aussi des bénévoles, l'équipe salariée ne pourrait pas le faire en permanence. Donc là, on a de la médiation humaine qui est là en plus pour pouvoir apporter ce confort d'usage à tous les publics. Donc voilà, parce que de toute façon, tout ne peut pas être fait non plus par tous tout le temps. Donc il faut trouver, des fois c'est le numérique, des fois c'est la médiation humaine, des fois c'est voilà, d'autres dispositifs qui vont permettre, pour moi, c'est une combinaison qui va rendre accessible et pas un outil magique. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé l'outil magique. J'arrête de toucher le micro, en fait. Ouais. Après, j'avais un souvenir d'un outil de médiation pour scientifique sur les interfaces cerveau-ordinateur. Et donc, on mettait un casque et des électrodes et puis on essayait de contrôler un objet en disant, là, imagine que tu veux le faire bouger, le système enregistre et dit, OK, ça ressemble à ça, un signal, je veux faire bouger, et ça ressemble à un signal, je demande rien, c'est un autre signal. Donc, il essaye comme ça de voir à quel signal ça ressemble le plus. Et les électrodes ne marchaient pas. Donc, on n'arrivait pas à enregistrer le signal. Donc, c'était vraiment plat, un électroencéphalogramme plat. Et les personnes, quand ça faisait ça, se disaient, ça y est, mon cerveau n'est pas normal, c'est horrible. On disait, mais vous inquiétez pas, c'est juste qu'il n'y a pas de signal qui est enregistré. Si c'était vraiment votre signal, vous serez mort. Enfin, je veux dire, c'est pas vous qui avez un problème, c'est vraiment le système numérique qui ne marche pas. Et ça les mettait vraiment en situation d'échec, alors que c'était le système qui ne marchait pas.
Et et puis alors s'il y avait des gens autour qui regardaient, c'était encore pire, quoi. Donc il y avait le côté, le bug technique peut être pris pour un échec personnel en situation sociale. Tu veux lui en poser une? Ouais. Tu as le micro? Bon, toi, non, tu fais peut-être forcément. pas buzzer le micro. Moi, je vais avoir des effets statiques, je sais pas. Ah ouais, non, c'est pareil, je crois, non. Ouais, j'avais une étudiante juste qui disait une exposition, c'est comme un buffet. Elle a dit ça vendredi et je trouvais ça bien sur ces questions. Il faudrait qu'il y en ait pour tout le monde et puis on choisit le dispositif finalement qui conviendrait au profil et qu'on ne voit pas forcément tout ce qu'il y a dans le parcours d'exposition. Mais ce n'était pas ça ma question, parce qu'en fait, on a étudié dans un projet de recherche là, des projets scientifiques et culturels. On voit que c'est une question qui revient souvent. L'accessibilité, c'est une vraie préoccupation, en tout cas dans les intentions des musées. Et donc, moi, je me demandais, est-ce que ces intentions déclarées, elles sont évaluées par les financeurs? Est-ce que vous avez des objectifs vraiment précis et que vous êtes évalués et par qui? Donc, ça, c'est un premier point. Et je me demandais aussi, dans toutes les agences qui vous fournissent ces dispositifs, à travers les appels d'offres, est-ce que justement, elles vous font des conseils sur l'accessibilité ou c'est vous qui devez vraiment apporter tout sur un plateau avec justement ces panels? Ou est-ce qu'il y a des agences qui sont vraiment spécialisées accessibilité? Enfin voilà, c'est cette question sur les prestataires et comment eux, ils prennent ça en compte, cette question d'accessibilité. Peut-être officiellement passer à la discussion. Je t'en prie. Voilà, je propose que le deuxième point et dernier point soit fini en termes de table ronde. Et donc, on passe aux questions du public en ligne et sur place. Et donc, les deux premières questions. Est-ce que vous évaluez? Est-ce que vous impose? Est-ce que le financeur ou le commanditaire vous impose une évaluation? Pour avoir la charge de la rédaction des PSC. On est en plein dedans. Projet scientifique et culturel pour les musées, donc validé par la GREC, qui planifie sur 5 ans le fonctionnement du musée, ses objectifs, ses enjeux. Aujourd'hui, la partie évaluation dans les PSC est encore assez légère, on va dire. Alors, pour travailler sur d'autres documents de planification qui s'appellent les plans de gestion d'espaces naturels sensibles, si vous allez, le CT88, qui est un document qui existe depuis très longtemps pour les espaces naturels. Là, par contre, la partie évaluation a été vraiment revue et vraiment bien pensée en travaillant entre autres dès le départ sur les facteurs d'influence, sur les pressions qu'on peut avoir sur le résultat qu'on va avoir et sur tous les indicateurs qui sont définis dès le départ et qui sont évalués annuellement. Et ça, c'est des éléments qu'il faudrait qu'on arrive à inclure dans les PSC pour avoir des vrais monitorings, soit sur l'année 1, soit parfois sur l'année N+5 quand on a des objectifs à long terme et qu'on ne peut les avoir qu'à long terme. Et surtout sur bien analyser les facteurs d'influence qu'on va essayer de lever et voir comment est-ce qu'on peut changer nos pratiques et nos éléments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les PSC demanderaient peut-être un petit peu de travail sur toute cette partie évaluation, qui est encore un peu légère, peut-être. Alors, nous, pour le coup, nos financeurs, on était plus sur des objectifs de moyens que de résultats, c'est-à-dire qu'il fallait avoir réalisé plus que le résultat qui est in fine d'accueillir des publics en situation de handicap, si on parle spécifiquement pour ça. Par contre, nous, clairement, là où l'évaluation elle est draconienne sur le résultat, c'est sur les équipes. Parce que ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de... Et en fait, si on n'arrive pas rapidement à accueillir des personnes en situation de handicap, il y a une grosse démotivation. Et donc, là, j'ai envie de dire, il ne vient pas du donneur d'ordre, il ne vient pas forcément du financeur, il vient simplement de l'investissement de temps et personnel que ça implique, en fait, de réfléchir tous ces nouveaux dispositifs, de se mettre, voilà, de se dire comment je vais faire pour... Et ben, si ça ne marche pas avec les publics, ben, il y a une vraie déception. Nous, le premier événement culture, on n'a pas eu beaucoup de personnes en situation de handicap qui se sont déplacées. Et l'équipe était vraiment déçue en fait, en se disant on a mis plein de choses en œuvre et où est-ce qu'on a pêché pour que ça ne fonctionne pas en fait. Est-ce que c'était des dispositifs qui étaient mauvais? Est-ce que c'était la communication? Comment une offre ne peut pas rencontrer son public? Et voilà. Et donc, du coup, ça n'a pas été le cas pour la deuxième édition. On a réussi. Mais voilà, je pense que l'évaluation, là, elle se fait vraiment en interne, en se disant à un moment, voilà, il faut que ça fonctionne. Mais pour les donneurs d'ordre, il n'y a pas. Et des fois, c'est mieux parce que s'il y avait trop vite une évaluation en termes de résultats.
Nous, par exemple, il y a des choses où voilà, on n'aurait pas eu. On essaye de montrer qu'il y a un côté expérimentation, innovation, test, on repart en arrière, droit à l'erreur. Voilà, on capitalise aussi sur ça pour que les équipes aient envie d'essayer, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Est-ce qu'il n'y a pas le côté aussi inverse, c'est-à-dire de dire, quand on est des visiteurs, et en général, il y a des structures qu'on ne peut pas visiter, si rapidement les expositions et les bâtiments ou le site internet c'est pas accessible, est-ce qu'on va pas vite dire ok là on n'y va pas, ça ne sert à rien, et puis une fois que c'est rendu accessible, en fait plus personne n'est là pour y aller et pour vérifier que c'est accessible, donc on passe pas. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du site internet dans les outils numériques, mais nous sur Biotopia ça a été un gros outil. Notamment dans le cadre du label Tourisme et Handicap, parce qu'en fait, comme on avait travaillé avec les associations locales des personnes en situation de handicap, que tous les logos avaient bien été identifiés, qu'en 3 clics, on trouvait toutes les informations possibles en termes d'ergonomie, etc. Ça nous a beaucoup aidé. Et comme le lien du site internet a été rapidement en fait, communiqué dans tous les réseaux justement de ces associations, ça a engrangé beaucoup de vues finalement du site et ça a engendré forcément derrière de la réservation et des visites. Et pour répondre à votre deuxième question sur les prestataires, je trouve qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore assez sensibilisés à tout ça. Et que si nous, on est une collectivité et finalement, on a cette dimension-là dans les équipes. On a même une médiatrice qui a une spécificité sur les publics empêchés. C'est elle qui nous fait beaucoup de descriptions. Elle travaille sur des choses comme ça. Et nous, on a cette appétence. Mais ce qui est en fait terrible, et je vous le dis ouvertement, c'est qu'aujourd'hui, si on n'est pas confronté soi-même personnellement dans son cercle proche à une personne qui est en situation de handicap, les gens ne se rendent pas compte de l'enfer que vivent les personnes en situation de handicap. Et souvent, c'est le fait qu'une personne dans l'équipe vit ça, qui se dit « mais non, mais là, il faut faire quelque chose », et du coup, ça engendre une réflexion. La ville de Nantes, par exemple, a fait un travail remarquable sur l'accessibilité il y a quelques années, notamment sur le château des Ducs, parce que la personne qui s'occupait de ça avait sa femme en situation de handicap, et du coup, lui-même était confronté à ça au quotidien, et s'est dit « mais non, mais là, il faut faire quelque chose ». Donc, en fait, aujourd'hui, je trouve que ça vient beaucoup plus des équipes en place qui veulent faire avancer les choses et qui veulent proposer des dispositifs accessibles que les entreprises elles-mêmes. Même en termes d'ergonomie ou en termes d'accessibilité, que ce soit police, couleur, contraste, hauteur de texte, enfin tout ça, en fait, la signalétique d'une manière globale, je trouve qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas bon sur l'accessibilité de façon très claire. Il y a des pays qui sont bien plus avancés que nous sur ces questions-là. Je pense au Canada, je pense aux pays nordiques là, qui sont bien mieux, beaucoup plus avancés que nous sur tout un tas de sujets. Et sur cette dimension d'accessibilité, les entreprises aujourd'hui ne sont pas assez à la pointe de ces questions-là, à mon sens. Ce qui repose aussi la question des normes et obligations. Mais oui, mais ça. Oui, sur la question des normes et des obligations, le panel test et le groupe accessibilité nous a toujours dit on s'en moque des lois. Les lois sont faites par des gens qui ne sont pas en situation de handicap. Que mon fauteuil fasse 80, que la porte doit faire 90. Ok, sauf que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la loi, c'est la valeur d'usage. Et c'est comment nous, on va vivre dans cet environnement, dans ce bâtiment-là. Et finalement, la loi, elle est imposée par des gens qui ne sont pas en situation de handicap. Et c'est vrai, finalement, moi, je n'avais pas conscience de ça non plus avant d'en discuter avec eux. Et c'est une valeur d'usage, c'est finalement comment on va rendre leur visite la plus agréable possible dans le temps de visite. Pardon. Manuel. Non, c'était juste sur ce que je disais tout à l'heure en introduction sur nous on s'était dit la dimension du handicap moteur, vu qu'on est un ERP et que ça vient d'être rénové, ça va être tout bon. Et c'est vrai que quand on a fait venir des personnes en situation de handicap et qu'elles m'ont dit non, en fait, ça marche pas. Parce que ça, on m'a dit d'accord, bon, parce que du coup on prend toujours le temps. Après, c'est-à-dire qu'on ne les fait pas venir spécifiquement, mais s'il y a des personnes qui viennent, de leur demander, comme on demande à tous nos publics, la satisfaction, et voilà, on prend un peu plus de temps avec les personnes en situation de handicap pour qu'elles nous débriefent un peu de ce qui marche et ne marche pas. Et c'est vrai qu'on se rend compte que même s'il y a des lois, ce n'est pas toujours pour ça que c'est accessible. Et après, sur nous, les scénographes, on en a eu plusieurs, et clairement, même si c'est écrit dans le cahier des charges, il faut être en permanence, mais présent, plus que présent. Et puis, alors, il y a le scénographe, mais il y a aussi la personne qui va installer à un moment le dispositif. Et là, vous pouvez reprendre les hauteurs et tout, et les mettre sur les murs pendant qu'ils vont réellement faire le trou dans les murs et mettre
Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas là avec la personne, lui, il va dire c'est accessible, on va tout mettre à la bonne hauteur. Sauf qu'on voit, après, c'est vaguement pris et puis c'est pas à la bonne hauteur. Sauf qu'une fois que tout est installé, c'est quand même un peu compliqué de tout refaire. Donc, il faut être en permanence presque maître d'œuvre et être là et dire non, vous allez me les mettre exactement, comment vous allez faire. Et pareil, les polices, parce que le graphiste, il est passé, il a trouvé que ça allait bien quand même et que ça serait beaucoup plus joli comme ça. Bah ouais, mais non, en fait, ça ne marcherait pas. Ou que quand vous voulez mettre l'anglais, il est mieux en Italie. Ouais, mais celui-là, par contre, c'est plus joli. Et c'est toutes des petites choses, mais en fait, eux, après, ils sont. Et parfois, on peut leur jeter la pierre, mais nous aussi, on se laisse avoir parce on va trouver ça joli et tout. Et puis après, on se dit, ah mince, on a oublié. Alors, nous, on a un bénévole qui est une ancienne personne de l'APF, donc l'Association des Paralysés de France, et qui remet une petite couche très régulièrement en nous disant non, vous avez oublié, non, vous avez oublié, non, et voilà. Et donc, mais il faut ce monsieur qui fait tout le temps ce petit pas de côté en nous rappelant que, parce que même avec toutes les bonnes intentions du monde, il y a des moments où hop, on baisse un peu la garde, sauf qu'une fois que c'est fait, c'est pas fait pour 2-3 jours. Oui, j'avais juste une question qui est en forme de remarque, ça rejoint en partie plusieurs choses que vous dites sur le fait que les entreprises françaises sont pas bonnes sur la manière de rendre les choses accessibles. D'une manière globale, en matière touristique, on sait que tous les touristes internationaux qui passent en France se plaignent des indications, notamment dans les aéroports, dans tous les lieux où ils doivent passer eux. Ils ne se repèrent pas du tout, ils ne se repèrent pas bien. Et je ne sais pas si en tant que français vous avez expérimenté, mais c'est le cas. Donc l'accessibilité, comme vous l'avez très justement fait remarquer tout à l'heure, ça peut être n'importe lequel d'entre nous, en fait, à un moment de sa vie, dans un lieu donné, face à une langue, face à des couleurs, des choses qu'on n'est pas habitué à manipuler. Alors, si on élargit un petit peu, il y a l'accessibilité musée, c'est-à-dire là, il y a une accessibilité sociale, ça a été un tout petit peu évoqué au début, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans un musée, comment faire? Et un handicap pour lequel, moi, je n'ai pas rencontré d'association qui structure, parce que là, vous avez parlé de travailler avec des assos qui défendent certaines personnes qui sont en situation de handicap et des handicaps reconnus. Mais l'électronisme, qui est le fait de ne pas savoir se débrouiller avec des outils numériques et de ne pas savoir bien lire, c'est pire que l'illettrisme encore. Ça, je ne crois pas l'avoir vu et pris en compte par une entreprise ou par une structure. Alors, peut-être que vous avez des infos là-dessus. Alors, nous, sur l'électronisme, on y travaille avec un autre équipement qui est la microfolie. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une microfolie. Donc, en fait, les microfolies sont des équipements qui sont nés suite aux attentats de Charlie Hebdo en 2015. Et l'objectif, c'était de créer en fait des lieux socio-culturels pour faire revenir les jeunes et leur faire découvrir finalement le patrimoine un peu national. Donc, au départ, c'est 13 grosses structures nationales, le Louvre, Versailles, Festival d'Avignon, enfin, sur tous les arts. Ce n'est pas que la peinture, la sculpture, c'est vraiment le spectacle vivant. Il y a même des ergonomes qui travaillent sur la 208, enfin voilà. Et en fait, dans cet équipement-là, vous avez un musée numérique, donc avec un écran géant plus grand que ça encore, des tablettes qui sont devant vous. Quand il y a des œuvres, des films, quand il y a une œuvre qui vous intéresse, alors un extrait d'opéra, de concert de rock, une danse classique, n'importe quoi, vous cliquez sur la tablette et vous avez du contenu qui vous est donné, etc. Et dans le cadre de ce musée numérique, on a une médiatrice culturelle et numérique qui est en permanence à demeure, qui justement accompagne ces publics empêchés dans cette maîtrise, en fait, dans cette utilisation des outils numériques. Et en plus, on a fait le choix, nous, d'avoir un Fab Lab avec une imprimante 3D, une brodeuse numérique, une floqueuse, des robots pour commencer justement la programmation informatique. On a tout un espace convivial autour des jeux de société, autour de l'art et du numérique. Et en tout cas, on travaille de pair avec le réseau des bibliothèques, parce que c'est aussi une thématique sur laquelle on travaille beaucoup, nous, avec les bibliothèques, médiathèques du territoire, et justement d'essayer d'intégrer au mieux ces personnes qui, effectivement, sont en situation d'électronisme en lien avec la maison intercommunale des services qu'on vient d'ouvrir là au mois d'avril, dans laquelle la microfolie se trouve, pour mixer les publics, et justement des gens qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas à déclarer leurs impôts, ou ils ne savent pas comment ça va se passer pour leur retraite, ou des choses comme ça, donc un public plus social, on va dire,
vient dans ce lieu, mais du coup peut juste au bout du couloir avoir accès à la culture et être accompagné aussi sur l'utilisation du numérique. On a des médiateurs numériques sur des aspects purement institutionnels de je dois déclarer mes impôts, je dois faire une demande à la CAF ou que sais-je, mais on a aussi cette dimension d'électronisme au sein de notre musée numérique pour accompagner le public là-dessus. Non, on n'a pas. Enfin, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé ces questions-là parce que du coup, on a beaucoup de médiation humaine qui, du coup, on l'espère en tout cas, contrecarre ces difficultés-là. Par contre, c'est vrai qu'on s'était rendu compte, nous, parce qu'on a travaillé avec le CCAS de notre collectivité, parce qu'en fait, on s'est étonné en disant bah, il y a plein de choses en fait, qui sont gratuites, que l'association propose gratuitement. Et on disait, bah, c'est bizarre, on n'a pas ces publics éloignés qui viennent, et c'est pas le frein ne peut pas être la tarification, puisque c'est gratuit. Et du coup, ça nous posait quand même beaucoup de questions. Et donc, on a beaucoup échangé avec le CTS qui nous a dit, bah oui, mais en fait, déjà, il y a un pléthore d'offres, et quand on a des difficultés pour boucler ses fins de mois, ou qu'on est en grande difficulté, on ne pense pas au culturel, ce n'est pas une question de prix, c'est qu'on n'y pense pas du tout, on n'est pas dans ces préoccupations-là. Et du coup, on peut être bombardé d'informations, ça peut être gratuit, on ne viendra pas pour autant. Donc, on a travaillé avec le CCAS sur une sélection de 2 offres, en fait, par an, que eux proposent spécifiquement en disant, voilà, on passe juste cette information-là. Ils ont choisi en disant, cette information-là, on la transmet. Et il est gratuit comme le reste, mais on ne bombarde pas d'informations. Et là, on a le public, le CCS, qui peut même mettre un petit bus à disposition ou partir des foyers qui sont sur le territoire pour emmener les personnes jusqu'à nous. Mais il y a une notion d'accompagnement aussi, et pas simplement qu'on pouvait penser la gratuité. Non, c'est aller emmener et dire, bah, si tu vas voir. Voilà, et tu ne seras pas tout seul, et aussi des personnes des pays étrangers qui sont accueillis en ce moment, aussi leur dire, bah là, voilà, tu peux avoir un petit temps spécifique que pour vous avec un médiateur qui va prendre le temps et où il n'y aura pas de problème par rapport à la langue, par rapport à tout ça. Mais on comptera faire plutôt par la médiation humaine. Il ne reste que 5 minutes, donc je vous propose la dernière question avant le mot de la fin, c'est est-ce que vous proposez, 5 minutes, bon, rapidement, que vous proposez des formations sur l'accessibilité à vos équipes? Oui. On a dit 5 minutes, moi je... Est-ce que c'est des mises à jour, ou est-ce que c'est une grosse formation au début? Est-ce que c'est plutôt des sensibilisations? On est sûr. Alors, même, vous voyez, au niveau je vous ai parlé tout à l'heure du conservatoire de musique, on a fait une formation globale pour tous les agents sur l'accessibilité, parce que certains sont complètement paniqués à l'idée d'accueillir des publics qui ont un handicap et de ne pas savoir l'accompagner correctement. Donc, on a des formations via notamment le CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale, qui est organisé. Et puis après, en fonction aussi des missions des collègues, certains qui ont plus cette casquette autour de l'accessibilité vont faire des formations un peu plus poussées sur des organismes spécialisés autour de l'accessibilité. Et on a des retours d'expérience qui sont faits au sein des réunions de service, justement. Alors là, par exemple, pour nos médiateurs, on a une médiatrice, je vous disais, qui est très ciblée là-dessus. Et donc, quand on fait les réunions de service de la médiation, elle vient justement expliquer un petit peu toutes les nouveautés, toutes les notions en fait qu'elle a pu voir. Et c'est une sensibilisation presque permanente. Et pour tout vous dire, on a une autre médiatrice à qui on a accepté en formation continue, donc sur son CPF, le fameux dont tout le monde entend parler. On est harcelé par démarchage téléphonique intempestif. En CPF, elle a pu avoir une formation LSF. Donc là, par exemple, il y a 2 semaines, on a accueilli des personnes sourdes qui étaient extraordinairement ravis de rencontrer Candice, notre médiatrice, qui a pu parler avec eux. Donc, on essaye en tout cas d'entretenir une formation minimum sur l'ensemble de l'équipe pour que tout le monde soit sensibilisé à ça. Et même, j'en dis sur ton équipe, je pense au niveau de la gestion des collections. Voilà, il y a aussi une dynamique globale sur l'ensemble du service. Dans l'émission en général, c'est quand même un élément qui a été intégré depuis quelques années. C'est pas quelque chose qui est de côté, et dans les cycles de formation, on peut retrouver des choses. Et nous, de notre côté, en fait, on était rentrés au départ par des formations métiers autour des médiateurs, autour
de l'accueil. On s'est rendu compte de ce qui nous manquait, c'était la découverte des cas de déficience, mais par l'ensemble de l'équipe. Parce que nous, on est peu nombreux et on avait besoin de créer une dynamique aussi autour de l'accessibilité pour que personne n'ait peur. Parce qu'on est tous amenés à un moment donné à croiser nos publics et donc il ne fallait pas qu'il y ait une seule personne qui soit en capacité parce que ça ne correspondait pas à notre mode de fonctionnement. Donc c'est là où on est en train de poursuivre, et puis parce qu'il y a des gens qui partent et qui partent avec leurs compétences. Donc c'est tout ce travail de formation et c'est vrai que c'est primordial et aussi à l'utilisation des outils. Parce qu'en fait, on a des mallettes qui amplifient, on a tout un tas de choses, on a des saisonniers, mais on voit que si régulièrement, on ne remet pas un petit tour sur comment ça fonctionne, est-ce que tout le monde se rappelle encore, parce que oui, on n'a pas tout le temps des personnes en situation de handicap. Donc en fait, la formation, elle se perd, même si les équipes restent. Et donc du coup, on a les formations par nos OPCO, par nos organismes de formation, mais il y a aussi de la formation interne régulière sur ces outils qu'on a peut-être un peu moins l'habitude d'utiliser. Parce que sinon, du coup, il y a un petit pas de côté en se disant « Ah non, je ne vais pas le sortir parce que c'est pas si simple et tout ça. » Donc, voilà, il faut que ça soit régulier et que ça soit une démarche, en tout cas, collective pour les petites structures. En tout cas. La meilleure des formations, c'est de vous mettre dans un fauteuil, les yeux bandés, et vous expérimentez votre exposition comme ça. Et vous allez voir que l'équipe, en 2 temps 3 mouvements, elle va tout de suite voir ce qui ne fonctionne pas dans l'expo. Il n'y a rien de fait, là. Alors, du coup, je vais passer à mon mot de la fin, et puis après, tu peux ton mot de la fin. Oui. Alors, moi, le premier mot de la fin, c'est que là, j'ai un élève chien d'assistante avec moi, donc un anti-chiot, un des chiens. C'est pas toujours facile d'aller dans les musées avec et de bien se faire recevoir, malgré sa carte d'identité, sa cape, etc. Mais le numérique, et dans l'autre cas, on a même, il y a des endroits où c'est très connu, et il y a même des gamelles d'eau à disposition pour les chiens qui développent les mains des chiens. Moi, mon côté militant sur le handicap, et c'est une vision assez récente que j'ai eue en fait à force de parler dans les conférences en fait, sur l'accessibilité, c'est l'argument de en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes en situation de handicap, et le contre-argument de ça peut nous arriver, etc. Et récemment, il y a une nouvelle parole qui est arrivée qui est de dire est-ce qu'on a vraiment besoin de justifier que des gens aient le droit à avoir accès à un musée, ou avoir accès à des jeux, ou avoir accès au cinéma, etc. Et est-ce que vraiment il faut se dire qu'on peut se retrouver dans cette situation-là pour justifier que tout le monde ait accès à cet espace-là? Donc voilà, c'est mon petit mot. Et c'est vrai que ça arrive de plus souvent qu'on dit en fait, vraiment, est-ce que vous voulez vraiment légitimer que vous vous interdisez à telle personne d'arriver? Et du coup, c'est un autre argument à donner aussi au donc vous interdisez formellement à d'autres personnes de venir. Voilà, c'est le petit point. Moi, un petit élément de conclusion, c'est rigolo, comme ça rebondit avec d'autres sujets de conférences qu'il y a eu. On revient quand même souvent sur le problème des compétences. On revient quand même souvent sur le problème de qui écrit le cahier des charges, avec quelles contraintes. Il y a eu une conférence sur les relations avec les sous-traitants, avec les prestataires ou les startups. Là, on veut parler d'accessibilité. On retombe un peu aussi souvent sur ce genre de questions, déjà, et d'un. Donc, ça pose encore la question de qui est compétent, à quel niveau de la chaîne, à l'intérieur des structures, est-ce que j'ai besoin d'un intermédiaire, les associations ou pas, enfin, etc. Parce que les prestataires, il ne faut pas rêver, ne pourront pas être compétents dans tous les domaines, sur tous les aspects, ou alors on aura des agences ultra spécialisées, mais il n'y en aura pas des milliers. Et puis, il y a aussi, effectivement, on l'a touché, vous parliez d'évaluation. On sent bien que c'est souvent ou un problème de questionnement interne, de mise en branle d'une équipe, d'engagement d'un personnel, ou alors d'évaluations qui sont un petit peu plus institutionnelles. Mais là, on est à une échelle très, j'allais dire macro, enfin, c'est à l'échelle de l'institution, à l'échelle de la structure, de son projet sur X années. Et on a peu de démarches, on a peu de standards sur d'évaluation un petit peu plus micro sur cet aspect-là. Est-ce que ce type de dispositif, est-ce que j'ai un protocole ou pas? Ce rapport un peu à l'évaluation, est-ce que les objectifs d'inclusion ou pas qu'on avait pour tel aspect, est-ce que j'ai un moyen de mesurer ou pas qu'il a été atteint? Et on voit bien qu'il y a des outils un peu macro, mais peu pour un petit peu, il n'y a pas trop d'outils pour les structures pour rentrer un peu plus finement
Donc, alors, je passe pour un paroisse, moi je bosse pour l'évaluation, mais on sent bien qu'il y a moins ces aspects-là un petit peu plus micro au sein des transports. Un propre protocole exprès, quoi. Ouais, c'est ça. Si on ne pouvait pas réinventer tout à chaque fois, ce serait cool. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir partagé toutes vos expériences. Donc, du coup, il y a une pause et on refait les 2 dernières questions sur les 2h30 qui restent avant. On refera une table. Bon, merci encore. Je crois que le programme des prochaines conférences, tout est en ligne. Allez-y. Merci à tous ceux qui ont suivi ça à distance. Ceux qui étaient là, suivez à distance les prochaines si vous ne pouvez pas venir en personne. Suivez le programme Métis. Elles font un boulot incroyable avec des sujets passionnants. Donc, merci encore à elle d'avoir organisé ce cycle.